Voilà, ça enregistre. Hop. Donc pour info, vous allez être enregistré, hein, pour toutes vos interventions et cetera. Si vous mettez votre caméra, ça va être enregistré. Par défaut, j'ai fait une réunion où vous avez tous tout pouvoir et donc s'il y avait moyen d'éviter que vous mutiez, que vous stoppiez l'enregistrement et cetera, ça permet que s'il y a un bug, vous pouvez vous aider entre vous, mais essayez de pas faire de bêtises. Je suis parti du principe que vous serez grand et qu'en soi, c'est pour vous qu'on fait ça, donc voilà. Donc comme je disais, les gens en classe, bah, posez vos questions comme d'habitude, hein, essayez d'oublier que je suis sur Teams, sauf que je vais un peu plus regarder mon écran que d'habitude. Les gens sur Teams, n'hésitez vraiment pas à poser des questions. Alors je sais qu'on ne me voit pas très bien, mais on a un assez gros contraste entre les slides et le tableau, et donc on a essayé de diminuer un maximum la luminosité, sachant que le plus important, c'est que vous voyez bien les slides. Normalement, on a fait pas mal de tests ce matin, on est là depuis 1 heure, donc j'espère que ce sera bon. Hem, voilà, au tableau, ce sera un peu difficile de voir, mais je vais essayer de pas faire trop de tableaux, mais n'hésitez vraiment pas si à un moment je dois écrire plus grand. Dans tous les cas, pour ceux sur Teams, mettez le plus grand possible votre écran. Vous pouvez l'épingler, vous pouvez même demander de l'afficher en plein écran si vous cliquez sur les 3 petits points. Donc voilà. Pour ce qui est des questions, soit vous écrivez dans le chat, soit vous prenez la parole et ici, soit vous écrivez dans le chat, soit vous prenez la parole. Ça pour tout le monde? On est bon? C'est parti? OK. Ensuite, vous aurez cours avec monsieur Van Larbeek à 10h45. Pour que ce soit simple, c'est la même réunion, c'est lui qui se connectera dedans. C'est le même local pour vous, on change rien. Donc, à 10h30, prenez une pause, mais ce que je vous conseille, c'est que vous déconnectez pas de la réunion. J'arrêterai juste l'enregistrement, monsieur Van Larbeek en relancera à nouveau à 10h45. N'oubliez pas de lui rappeler. Et c'est parti. OK. Aujourd'hui, on commence le chapitre 2. Je vous rappelle que du coup, le chapitre 1, il est fini, ce qui veut dire que pour le 12 mars, il faut absolument, donc ce dimanche, vous fassiez le quiz 1. J'ai discuté avec monsieur Vanouk, on va vous envoyer une annonce de rappel, hein, comme vous l'aviez demandé, mais on vous demande de finir ce quiz-là pour dimanche et on vous demandera de finir les synthèses du chapitre 1, 2 et 3 pour la fin Pâques. En se disant, bah voilà, Pâques, c'est un moment où il faut que vous travaillez. Une bonne manière de travailler, c'est de s'assurer que vous maîtrisiez bien tout ce qu'on a vu jusque-là. Parce qu'après, ça s'enchaîne assez vite et puis c'est déjà les examens. Aujourd'hui, on commence donc le chapitre 2. Hop. Alors, le premier chapitre, on avait vu un peu, c'est quoi une substance? C'est quoi de l'eau? C'est quoi de l'huile? C'est quoi de l'air? En particulier, qu'est-ce qui se passe quand on fait des variations de température, de pression, donc tout ce qui sont ces variables thermodynamiques? La grande question, c'est OK, là maintenant on a un peu décrit c'est quoi une substance, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec? Qu'est-ce qu'on peut faire avec? Ben, on va faire de l'énergétique dans ce cas-ci et donc le chapitre 2, on va aborder c'est quoi un système? De toute façon, on avait juste parlé de substance, mais c'est quoi qu'on appelle un système? C'est quoi les niveaux énergétiques d'un système? Ça, c'est les 2 points qu'on va voir aujourd'hui. Et puis après, si on a plusieurs systèmes, on peut avoir des transferts d'énergie entre les systèmes. On va voir le rayonnement, la conduction, et cetera. Suivi des 3, 3,5 principes de base de la thermodynamique. Et puis on va terminer un peu par quelques unités tordues, mais indispensables. Si on parle de cheval-vapeur, OK, c'est une unité tordue, on ne travaille plus vraiment avec des chevaux de nos jours. Pourtant, quand vous allez acheter une voiture, très souvent, on vous donne des chevaux vapeur. Et puis quelques ordres de grandeur. On vous rappelle que pour l'examen, c'est vraiment crucial que vous soyez à l'aise avec: «J'ai un résultat, est-ce que je suis dans le bon ou pas?» Et pour ça, ben, à votre niveau, il faut faire des comparaisons. Et comment est-ce qu'on fait des comparaisons? Ben, il faut connaître des choses, il faut avoir une culture générale du milieu. Si je vous dis: «Soit une éolienne qui produit 100 térawatts», ben, c'est beaucoup trop. Maintenant, pour savoir que c'est beaucoup trop, il faut se dire: «Tiens, ben, l'éolien, c'est un peu moins que le nucléaire, enfin même pas mal moins que le nucléaire. Le nucléaire, on est dans le gigawatt. Du coup, on sera tendre plutôt à être dans la dizaine de mégawatts par éolienne». OK, alors depuis que je présente les slides, juste pour les gens sur, Teams, je vois plus le chat. Donc, parlez plutôt que de d'écrire. C'est quoi un système? Un système, c'est défini par un volume de contrôle. Donc c'est quelque chose de très général et en fait un système, ça veut dire quoi un volume de contrôle? Ça veut dire ce que vous voulez. Je pourrais dire que le système, c'est la classe, tout comme je pourrais dire que c'est l'intérieur de mon seau d'eau ici, tout comme je pourrais dire que c'est l'intérieur d'un sac. Voilà, donc
Il faut juste le délimiter et pour ça, on va avoir soit une frontière vraiment physique, par exemple les bords de mon seau d'eau, soit on peut avoir une frontière qui est complètement imaginaire. Je pourrais par exemple dire: «Mon système, c'est tout ce qui se passe à l'intérieur de mon seau d'eau» et imaginer que je regarde ici, alors qu'il n'y a pas vraiment quelque chose qui ferme mon seau d'eau, mais que je regarde juste ce qu'il y a vraiment à l'intérieur. C'est une frontière imaginaire. On parle donc de système pour ce qui est à l'intérieur de cette frontière et de milieu extérieur pour ce qui est à l'extérieur de cette frontière. Si je prends un chauffe-eau, il y a plusieurs manières de le voir. Je peux soit regarder vraiment ce qu'il y a dans le chauffe-eau, ça peut être mon système. Ou je peux définir mon système comme ce qu'il y a dans le chauffe-eau et ce qu'il y a dans toutes les conduites, mes radiateurs, etc. et revenir jusqu'ici. Question de point de vue. Le plus important, c'est de bien définir son système. Comme on l'a fait dès le début en mécanique, on disait on va étudier la poutre. Ok, il y a des cordes liées à ça, mais je vais faire mes équations sur la poutre. Ben là, c'est pareil, on va le faire sur mon système. Et donc, on a plusieurs types de systèmes. Et ça va être les premières étapes dans un exercice, c'est se dire est-ce que mon système il est ouvert, fermé, adiabatique ou isolé. On va principalement travailler avec les deux premiers systèmes. C'est quoi un système ouvert? Ben, dans un système, on va avoir deux choses qui définissent vraiment clairement ce système, la masse et l'énergie. Et donc un système ouvert, c'est quelque chose qui permet d'échanger de la masse, de la matière avec l'extérieur et quelque chose qui permet d'échanger de l'énergie avec l'extérieur. Par exemple, ici, on a ce qu'on appelle une tuyère. On verra plus en détail ce que c'est une tuyère plus tard, mais vous pouvez imaginer ça comme la lance de votre arrosoir. Vous voyez, au bout, on a quelque chose un peu conique qu'on peut venir pincer plus ou moins fort. Si on regarde juste cette partie-là, qu'on définit ça comme notre système ou une tuyère, bonjour, installez-vous, on vient de commencer. Euh, Ici, vous avez de l'eau qui peut rentrer, par exemple, ou de l'air, hein. C'est donc un système ouvert, j'ai de la masse qui rentre. J'en ai aussi qui peut sortir, on est donc toujours dans un système ouvert. Et ça, vous vous doutez bien, ben, si c'est de l'eau qui rentre, elle va arriver avec son énergie. Et donc, il y a aussi de l'énergie qui peut passer. Je pourrais avoir des déperditions de chaleur aussi. Si j'ai de l'eau chaude qui rentre, bon, il n'y en aura pas beaucoup, hein, c'est tout petit comme espace, si je parle toujours de mon tuyau d'arrosage, mais je pourrais avoir des pertes de chaleur ici. C'est un système ouvert. Dans un système ouvert, ben, on échange à l'extérieur. D'un certain point de vue, la plupart des systèmes réels sont des systèmes ouverts, en fait. On a des échanges avec l'extérieur de matière et d'énergie. Un système fermé, cette fois-ci, on a toujours des échanges d'énergie avec l'extérieur, mais on n'a plus d'échange de matière. Un exemple qu'on va beaucoup voir dans le cours, c'est le cylindre avec son piston. Ici, je peux le chauffer par exemple, ce qui va dilater. En dilatant, on va voir que si je mets un poids ici, ça peut monter un poids. Si je monte un poids, vous êtes d'accord avec moi que j'augmente son énergie? Ça veut donc dire que j'ai fait un travail? Ça va ça pour tout le monde? Oui? Non? Oui? Si je fais un travail, j'échange aussi de l'énergie en fait, hein, en donnant de l'énergie. Ah ici, imaginons que je mets une pierre, elle monte. Et donc ici, j'ai bien des échanges d'énergie. Sous forme de travail, sous forme de chaleur, les deux sont possibles. C'est pas obligé d'être les deux, hein, je pourrais avoir que l'un ou l'autre. Par contre, mon système, il est fermé, j'ai pas de masse, pas d'échange de matière. Alors si on veut rentrer un peu dans les détails, sur les bords là, on appelle ça vraiment une frontière fixe et ici, on a une frontière mobile. C'est pas grave si votre volume de contrôle a son volume qui change. Ici, la définition de mon volume de contrôle, c'est l'intérieur du piston cylindre. Peu importe que le piston soit en haut, et donc si ça se dilate, ne me dites pas: «Ah, ça va là, mais du coup, cette partie-là est plus dans mon système». Non, on reste dedans. Alors un système adiabatique, c'est un système où on va avoir des échanges d'énergie, comme dans mon piston cylindre par exemple, mais on va supposer que ces échanges d'énergie ne peuvent être que sous forme de travail. Autrement dit, un système adiabatique, on va supposer qu'il n'y a pas d'échange de chaleur. Alors, il y aura toujours des échanges de chaleur, mais si on regarde sur un temps suffisamment court et qu'on a suffisamment d'isolants, on peut se dire qu'en première approximation, il n'y aura pas d'échange de chaleur. Si vous prenez votre chauffe-eau chez vous, pendant le temps où vous prenez une douche, la perte qu'il va y avoir de chaleur de votre chauffe-eau, normalement, va être négligeable. Et vous pouvez vous dire que dans votre chauffe-eau, votre eau ne va pas baisser drastiquement en température à cause des pertes, sauf si vous avez un problème. Par contre, si vous regardez votre chauffe-eau sur toute une semaine, par exemple, là, c'est tellement long qu'on ne va pas pouvoir dire que c'est un système adiabatique.
Donc on va faire de temps en temps des hypothèses, on se dire: «Bah, voilà, pour simplifier le problème, je vais me mettre dans un cas, on va supposer que c'est adiabatique, on va supposer que c'est fermé», même si parfois c'est des hypothèses un peu grosses. Niveau échange de matière, très souvent quand on est adiabatique, on est fermé, mais en soi, c'est possible. C'est rare, mais il y a des cas où c'est possible. Maintenant, on arrive plus dans des systèmes un peu plus théoriques. Le dernier, c'est un système isolé et donc il y a rien qui sort, tout simplement. Est-ce que vous avez un exemple de système isolé? L'espace, voilà. Le seul vrai système complètement isolé au monde, j'allais dire sur Terre, mais dans l'univers plutôt, c'est l'univers, en fait. L'univers, il est fini, il y a rien qui sort, rien qui rentre, c'est sûr. Par contre, dès que je regarde quelque chose, supposer qu'on est isolé, bah, ce sera toujours une grosse supposition, en fait. Voilà. Du coup, si je prends un chauffe-eau domestique, d'après vous, on est dans quel type de système? Alors vous avez proposé ouvert et fermé. Ceux qui ont dit ouvert, pourquoi? Je vais chaque fois répéter fort pour, Teams. Voilà, et ceux qui ont dit fermé, pourquoi? Voilà, et donc vous avez tous les 2 raison. Donc je vais répéter ce que vous avez dit pour Teams. Soit on dit que le système est ouvert, mais quand on dit qu'il est ouvert, en fait, ce que vous avez dit, c'est que votre chauffe-eau, vous avez dit le volume de contrôle, c'est votre chauffe-eau, vraiment la partie là. Et donc c'est un système ouvert puisque j'ai de l'eau froide qui va rentrer, de l'eau chaude qui va sortir, j'ai des échanges de matière, j'ai des échanges d'énergie. Par contre, si quand vous dites chauffe-eau, vous pensez en fait plutôt à tout votre circuit, à vos canalisations comprises, et cetera. Alors là, sauf si vous ouvrez un robinet, alors à ce moment-là, ça redevient ouvert. Mais si vous avez tout qui est fermé, alors vous êtes dans un système fermé. D'où l'importance de bien définir cette région de contrôle. Là, je l'avais mal fait expressément, mais quand on va étudier, il faudra bien savoir est-ce qu'on étudie mon chauffe-eau en tant que tel, avec de l'eau qui rentre, de l'eau qui sort, ou est-ce qu'on étudie tout le circuit? Maintenant, attention de nouveau, même si j'étudie mon chauffe-eau en tant que tel, si jamais je ne demande pas d'eau, ça peut être considéré comme un système fermé. Si jamais il y a pas d'ouverture de robinet, bah, mon eau, elle reste là, elle va pas circuler. Même si parfois il y a des circulateurs et cetera, ça va dépendre de ce qu'on va regarder précisément. OK, donc j'ai un système qui est défini par un volume de contrôle. On va voir s'il est ouvert, fermé, c'est toujours la première étape à se poser. Maintenant, il faut dire c'est quoi l'état de mon système et là, on va rejoindre un peu le premier chapitre. Qui dit état dit variable thermodynamique. Et donc on avait vu la température, la pression, la masse, le volume. Alors parfois on peut exprimer ces 2 là ensemble, hein, la masse volumique, le volume massique. On avait déjà un peu réfléchi qu'il y a des variables qui sont extensives. Ça veut dire qui s'étend, moi c'est comme ça que je le retiens, extensif qui s'extend si vous voulez, avec la masse, ça veut dire qu'il dépend du volume. Typiquement la masse, moi si j'ai 2 fois plus de volume, j'aurai 2 fois plus de masse. Alors qu'il y a des variables intensives, si j'ai 2 fois plus de volume, bah, la température reste la même. Alors attention, pas si j'ai un gaz parfait que je chauffe pour qu'il devienne 2 fois plus grand, hein, mais si juste au lieu d'avoir 1 kilogramme d'eau, j'ai 2 kilogrammes d'eau, bah, ça augmente, mais la température reste la même. Maintenant, on va un peu s'attarder à OK, c'est quoi ces autres grandeurs? Mais avant ça, on va regarder qu'un état peut évoluer et donc un système peut subir une évolution, ça veut juste dire que ses états changent. Là, vous avez un exemple. Est-ce que quelqu'un saurait tenter une explication de ce qui se passe ici? Voilà, tout à fait. Donc une évolution, il faut vraiment faire attention qu'il y ait un sens, vous êtes pas laissé avoir, hein. Ici, l'état 1, il est à droite, l'état 2, il est à gauche. On représente ça souvent par une petite flèche et donc on voit ici qu'on a le volume ou le volume massique, hein, ça revient au même grosso modo. Il diminue alors que la pression monte, c'est ce qu'on appelle une compression. Vous l'avez représenté ici. Donc là, avec un peu d'expérience, et vous avez l'air de l'avoir, vous voyez ça, vous vous dites tout de suite compression. Et donc, plus on va avoir l'expérience, plutôt que d'écrire d'abord il y a une compression et ensuite on va augmenter la température et ensuite on va représenter des évolutions en disant voilà, là j'ai une compression, une montée en température, une dilatation et ainsi de suite. À un moment, lire ce graphique devrait vraiment vous renseigner sur c'est quoi mon cycle thermodynamique, quelles sont les étapes. Et donc là, vous avez déjà vu la compression. Est-ce que vous avez une idée de pourquoi ça suit une courbe comme ça et pas une droite ou
Plus ou moins. Alors, ici, on ne sait pas ce qu'on étudie. Juste pour vous donner une intuition d'un peu d'où ça peut venir, mais je vais écrire quelque chose pour un gaz parfait. Ici, on ne sait pas si on a un gaz parfait, c'est un peu plus général que ça. Mais vous vous souvenez, vous avez PV égale MRT, d'accord? P, c'est Y. Ça va pour ça? C'est l'axe Y. V, c'est l'axe X. Donc, je vais essayer d'écrire quelque chose du style Y égale blablabla X. Si je fais passer ça de l'autre côté, ça devient Y égale MRT sur X. Supposons que la masse est constante, ce qui est une bonne supposition. Supposons que j'ai un gaz et que c'est le même gaz, qui est une bonne supposition. Et supposons, ça c'est pas sûr, on ne nous le dit pas ici, qu'on reste à la même température. Alors ceci, ça reste une constante. Et donc j'ai Y égale 1 sur X. Et vous vous souvenez à quoi ça ressemble une fonction 1 sur X? À ceci. Ça va? Voilà, donc c'est pas anodin que ce soit pas une droite. Maintenant, j'insiste, 1 sur X, c'est dans le cas d'un gaz parfait. Si on a d'autres types d'évolution, on va garder plus ou moins le même genre de courbe, mais il va y avoir des exposants qui vont rentrer en compte. On en parlera un peu plus tard dans le cours. Voilà. Alors, vous ne devez pas savoir le démontrer et tout, mais moi, quand j'ai fait mes études, on devait connaître toutes les équations par cœur, etc., savoir les retrouver. Ici, j'ai juste envie d'attirer votre attention sur le fait que quand on a dessiné de courbe là, on n'a pas fait «Oh, il y a 2 points, on va les relier, ça va être joli», qu'il y a des raisons derrière. Je vais juste faire un petit check sur Teams pour voir que je parle pas dans le vent. Enfin, dans le vent, vous êtes là, hein. Parfait, OK, je vois pas de questions. N'hésitez pas à prendre la parole ou alors à les écrire, alors je viendrai lire de temps en temps. J'espère que ça se passe bien en ligne aussi. Hem, OK, ça c'est l'évolution. Alors, vous voyez là, j'ai fait une supposition, la température ne change pas. Plutôt que de dire la température ne change pas, rappelez-vous, dans ce cours aussi, il y a une importance mise sur les termes, hein, histoire que si vous arrivez en entreprise et on vous dit, «Ah là, on a une évolution isobar», vous faites pas: «Ouais, c'est bien, moi aussi j'aime bien les iso». Et donc iso, ça veut dire même. Et donc une évolution isotherme, c'est à même température. La température ne change pas. Isobar, comme on avait dit, bar, c'est l'unité de la pression, même pression. Isocore, désolé, j'ai pas de moyen mnémotechnique, ça veut dire un volume constant. Isenthalpique, c'est un enthalpie constant. Isentropique, c'est un entropie constante. Ça va pour tout le monde, ça? Donc c'est important. Typiquement, on est le jour de l'examen et je vous dis, supposez l'évolution isocore. Si vous demandez le jour de l'examen, ça veut dire quoi isocore? Je vous dirais, moi aussi, j'aime beaucoup les isos. Voilà. Alors, souvent, ça a l'air d'être des grosses hypothèses. On va voir que pas tant que ça. On va un peu en discuter, mais on va s'arranger pour étudier dans ce cours-ci des évolutions, par exemple, isothermes, où c'est plus ou moins vrai. Je vais prendre un exemple. Vous vous souvenez de la pompe, quand je viens compresser pour venir gonfler un pneu de vélo ou quoi? Si je presse et presse et presse et presse, là, on n'est pas du tout dans une évolution isotherme, hein, vous avez déjà vu, ça chauffe. Par contre, si je prends un vérin dans lequel je viens pousser de l'huile une fois et qu'on ne fait pas pousser, repousser, et qu'on fait ça relativement doucement, là, on pourra supposer qu'on est isotherme. Alors, est-ce que c'est tout à fait vrai? Non. Mais est-ce qu'on en sera très proche de la réalité sans devoir se casser la tête à faire des trucs très compliqués? Oui, donc on va le faire. Alors, quand on parle d'évolution, on est donc, hein, dans un changement des variables thermodynamiques. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'elles doivent être les mêmes partout. Nous, on va se concentrer sur le régime permanent. Il y a 2 types de régimes, le régime transitoire et le régime permanent. On en avait déjà un peu parlé. Transitoire, c'est quand il y a un changement justement, une variation des états. Un exemple, c'est tous les démarrages et les fins de cycle. Je démarre ma voiture, j'arrête ma voiture, tout ça c'est nouveau. Je lance une centrale nucléaire pour la première fois, tout ça c'est nouveau. Un autre régime transitoire, c'est la pièce ici, elle était à l'équilibre, hein, pendant la nuit, elle s'est mise à l'équilibre thermique. Vous rentrez, vous amenez tout d'un coup plus de chaleur, on est en régime transitoire, vous allez commencer à chauffer la pièce. Son énergie, son état va changer. Par contre, à un moment, et ça c'est le cours prochain, plus la pièce est chaude, plus elle va perdre de l'énergie avec l'extérieur. Et à un moment, elle va devenir tellement chaude qu'elle va perdre toute son énergie que vous allez apporter vers l'extérieur. On va donc se retrouver à l'équilibre de nouveau. Ça, c'est ce qu'on appelle le régime permanent.
Donc là, vous avez un exemple, on définit ceci comme le volume de contrôle. Vous avez de l'eau qui rentre ici à 300 degrés. En haut à droite, elle est à 250, en bas à gauche, elle est à 200. Je ne sais pas ce qui se passe là-dedans, mais voilà. En bas, elle sort à 150 degrés. Là, il était 13 heures. Vous revenez à 15 heures et vous voyez qu'il y a toujours de l'eau qui rentre à 300 degrés, qu'elle sort toujours à 150 degrés. Vous êtes ici bien en régime permanent. Oui, ce n'est pas à l'équilibre, mais il se passe la même chose tout le temps. On est en régime permanent. C'est ce qu'on va étudier. Une autre manière de définir les régimes permanents, c'est des régimes qui ne s'emballent pas. Vous voyez une centrale nucléaire qui deviendrait hors de contrôle, elle va commencer à être trop chaude au niveau de son cœur, ça va créer plus de réactions qui vont faire que ça va chauffer encore plus de création, et donc l'état va monter en énergie, ça explose, on meurt tous. En régime permanent, on a toujours la même chose qui se passe sans augmentation ou diminution des niveaux moyens d'énergie, même si on peut avoir évidemment des différences à différents endroits. Et donc, autrement dit, dans un régime permanent, on garde la même masse et la même énergie pour le volume de contrôle, même si on peut avoir des différences à certains points. À part quelques cas qu'on précisera, partout dans le cours, on va voir les régimes permanents. Les régimes transitoires, c'est beaucoup plus complexe. Il faut beaucoup plus s'intéresser aussi aux spécificités de ce que vous regardez. Typiquement, pour une voiture, il faut lancer le moteur 4 temps, pour ça, il faut un démarreur, etc. Alors que nous, on va regarder typiquement une voiture à 120 sur l'autoroute avec le moteur déjà bien lancé. On ne va pas regarder, tiens, tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe s'il accélère? On va juste regarder, voilà, on a la même admission tout le temps, etc. Alors, je l'ai mentionné brièvement tantôt, on va quand même vite le définir. J'ai parlé de cycle. Un cycle, c'est le cas où on peut avoir une évolution. Vous voyez, par exemple, ici, j'ai une compression à un moment, puis j'ai une dilatation à un moment. Mais au final, je reviens toujours au même état. Un bon exemple, quelque chose que vous devez connaître, hein, surtout vos études, c'est le moteur 4 temps. Alors, en temps normal, je vous aurais demandé de le réexpliquer avec vos mots, mais là, comme il y a des gens sur Teams et tout, je vais le faire. Désolé, ce sera un peu moins interactif que d'habitude, mais premier temps du moteur 4 temps, on va recevoir un mélange d'air et d'essence, en fait, hein, qui va être pulvérisé. En fonction de comment vous appuyez sur la pédale d'accélérateur, ce mélange va changer. Ensuite, on vient le compresser. On va voir un peu quel est l'effet de la compression dans le cours. Est-ce qu'on peut avoir plus d'énergie, etc. Et puis ici, on vient faire une étincelle. Si on est dans de l'essence, si on est dans du gaz, ça explose naturellement. Mais ici, on va amener une étincelle. Anciennement, c'est ce que faisaient les bougies. Maintenant, on a plus de systèmes électroniques. Mais du coup, la bougie, elle vient exploser ce gaz. En explosant, il prend beaucoup de température. Il va se dilater très fortement, plus l'onde de choc de l'explosion. Ça va repousser ma bielle vers le bas. Ensuite, on laisse échapper tout ce qui a brûlé. On n'en a plus besoin, ça ne va plus nous servir. Et donc ça, c'est mes 4 temps de mon moteur. Une fois arrivé là-bas, c'est pas fini, on recommence. Et donc on a un cycle où on repasse par les mêmes étapes. Et donc ici, en fait, on est dans un régime permanent, hein. Je reçois toujours l'admission à la même température et tout. On sera en régime transitoire si le refroidissement de votre moteur ne marche pas, par exemple. Ça devient de plus en plus chaud, on va commencer à avoir des différences de comportement. On sera en régime permanent, en transitoire s'il n'y a plus d'essence. À un moment ici, on commence à ramener que de l'air, ça marche moins bien. Ici, régime permanent. On serait en régime transitoire si le mouvement ici n'est pas encore lancé, parce que comment je fais ma compression si mon moteur n'est pas lancé? C'est pour ça qu'il y a un démarreur. Ça va pour tout le monde? Un cycle. 1, 2, 3, 4. Voilà. Si vous n'êtes pas à l'aise avec le moteur 4 temps, je vous encourage, il y a pas mal de chouettes vidéos sur internet qui vous le remontrent un petit peu. C'est un peu la base et c'est assez sympa à connaître. OK, rentrons un peu dans la formule qu'on va employer pendant tout le cours. On va donc regarder, comme vous l'avez peut-être un peu deviné, on va regarder des systèmes. Alors le système, ça peut être un moteur 4 temps, mais ça peut être votre frigo, ça peut être la pièce. On va s'intéresser à pas mal de choses en essayant de chaque fois se ramener soit dans la vie courante. Dans la vie courante, pour vous, ça va être la pièce, mais en fait, pour vous, ça va être aussi l'HVAC, hein. Vous allez regarder ça avec un œil de technicien en vous disant: «Tiens, moi, j'aimerais bien qu'il fasse un peu plus chaud, j'aimerais bien que la pièce soit toujours refroidie, j'aimerais bien». On va regarder tout ça ou alors se mettre littéralement dans des machines thermiques, le fonctionnement d'un frigo et cetera. Et donc on a 3 niveaux d'énergie qui vont s'additionner pour faire l'énergie totale.
l'énergie cinétique, l'énergie potentielle et l'énergie interne. Alors, si le monde est juste, normalement, l'énergie cinétique, l'énergie potentielle, easy, si tout va bien. C'est vraiment ce qu'on a vu en mécanique, hein. Rappelez-vous que E point ici, E, c'est pour la distance parcourue. Point, ça veut dire la variation de la distance parcourue par rapport au temps, c'est donc la vitesse. Et donc ici, si on remplit la notation du Q1, c'est mv² sur 2. Ici, pareil, si on emploie les équations du Q1, c'est mgh. Ici, on va noter plutôt delta z pour la différence de hauteur. Si quand vous m'en parlez oralement, vous appelez ça mgh, il n'y a pas de souci, mais on va éviter le petit h ici parce qu'on va en avoir besoin pour l'enthalpie et on veut éviter ces confusions-là. Si ça, c'est easy, la question, c'est quoi l'énergie interne? On va donc regarder un peu ça et c'est principalement le cours d'aujourd'hui. Se poser la question, c'est quoi qu'on appelle l'énergie interne d'un système? Ce qu'on peut déjà dire, c'est que les 2 premières parties, on était dans des énergies plutôt liées au niveau macroscopique. On ne regarde pas comment se comporte chaque molécule, on regarde est-ce que ma voiture, elle bouge, est-ce que ma voiture, elle monte. Par contre, on avait un peu commencé à regarder, il y a des frottements et on avait dit on perd de l'énergie, mais elle part où cette énergie? Principalement en chaleur. Et donc tout ce qui est lié à la température, à la chaleur qu'on voit un peu partout, tiens, si je viens avoir un crash, j'ai aussi une perte d'énergie, elle part où? Principalement en chaleur aussi. Alors on avait dit, hein, il y a des ondes sonores et cetera, de la déformation mécanique, mais aussi de la chaleur. Bah, tout ça, c'est ce qui va rentrer dans l'énergie interne. Sachant qu'il y a beaucoup d'énergie à aller prendre là. Alors c'est quoi l'énergie interne? C'est donc des sommes d'énergie microscopiques qui vont être liées aux interactions qu'il y a entre les molécules, les atomes et les noyaux. Plus on va se rapprocher, alors je fais des généralités, mais c'est à 99 vrai, plus on se rapproche du noyau et même de l'intérieur d'un noyau, plus les interactions qui sont en jeu sont des interactions fortes. Et même en particulier, l'interaction entre les quarks dans les noyaux, c'est ce qu'on appelle l'interaction forte. Du coup, on va regarder un peu qu'est-ce qui se passe quand on casse ces liaisons. Ces liaisons, elles sont dans une sorte d'énergie stable. Si on vient casser ces liaisons, ça libère beaucoup d'énergie. Et plus on va se rapprocher du noyau, plus on va libérer d'énergie. On va commencer par S, US, c'est ce qu'on appelle l'énergie sensible. L'énergie sensible, c'est le plus loin, c'est l'interaction qu'il y a, c'est vraiment juste l'agitation moléculaire en fait. On n'est même pas en train de regarder vraiment une interaction entre molécules, c'est à quel point ces molécules bougent les unes par rapport aux autres. Agitation moléculaire, en fait, c'est la température. Donc l'énergie sensible change avec la température. Je chauffe un peu plus, ça bouge un peu plus. Voilà. Hop, sensible, pure agitation moléculaire dans une phase. On va un peu regarder ça en particulier. On va employer ce qu'on appelle la chaleur massique à volume constant, c'est C petit v. Alors, si vous avez déjà suivi un peu les notations du cours, quelle est d'après vous la différence entre ça, oups, et ça? Je vais les mettre côte à côte, comme ça vous voyez un peu mieux. Ouais, et c'était quoi notre convention minuscule, majuscule dans le cours? On en avait déjà parlé par exemple pour le volume. Parfois on écrivait le volume, parfois on écrivait ça. C'est quoi la différence entre les deux? Je l'écrivais aussi comme ça parfois. Presque. Le volume massique. Ça, c'est le volume, ça, c'est le volume par unité de masse, ce qu'on appelle le volume massique. Voilà. Ici, c'est la chaleur massique, c'est par unité de masse. C'est pour ça que CV, ça va être une minuscule. Et en fait, si on regarde la chaleur à volume constant, ça s'appellera pas comme ça, on en discutera un peu après. Mais ici, on est avec un petit CV. Ça va pour tout le monde?
Donc voilà, c'est important que ce soit petit, c'est bien massique par unité de masse. On va garder cette même convention partout. Alors la chaleur massique à volume constant, moi je trouve qu'on apprend pas mal en regardant les unités. Kilojoule, c'est de l'énergie. Et donc la chaleur massique à volume constant, c'est l'énergie par, et puis là on a deux choses, par kilogramme, puisqu'on est massique, et par Kelvin. Et donc comme on est dans l'énergie sensible, en fait c'est l'énergie qu'on va recevoir ou devoir donner, question de point de vue, pour monter d'1 degré Celsius ou Kelvin, on en avait discuté, c'est la même chose, hein, l'écart entre 1 degré Celsius et 1 Kelvin est identique, par kilogramme. Ça va? Donc imaginons, je vais inventer une valeur ici, on a CV qui vaut, hop, imaginons ici qu'on a CV qui vaut 10 000, j'invente complètement cette valeur, on verra des exemples après, kilojoules par kilogramme par Kelvin. Bah, si j'ai une masse de 2 kg, et si je veux augmenter la température, je vais appeler ça delta T de 10 degrés, 10 degrés Celsius ou 10 degrés Kelvin, hein, peu importe. Bah, l'énergie qu'il me faudra pour réussir à la monter, ce sera 2 fois ça, parce que j'ai 2 kg, fois 10 parce que je veux monter de 10 degrés. Comment est-ce qu'on écrit ça autrement? Bah, on dit que la variation d'énergie sensible, c'est ce CV fois la variation de température. Maintenant, vous voyez ici, c'est un petit u. C'est donc de l'énergie sensible massique. C'est pour ça que c'est des kilojoules, c'est des joules par kilogramme, ou kilojoules par kilogramme. Et donc ça, c'est votre première formule, hein. Je vais l'écrire comme ceci, delta U, avec un grand U, c'est la masse fois delta petit u. Donc la variation d'énergie interne totale, hein, pour tout mon système est égale à la masse fois la variation d'énergie interne massique par unité de masse. Et si on se concentre sur l'énergie sensible, alors ça va être CV fois delta T. Ça, c'est delta U. Ça va pour tout le monde? Essayez, quand vous avez un trou, premièrement, bah, le jour de l'examen, vous aurez droit à votre synthèse si vous l'avez faite. Deuxièmement, juste la chaleur massique, essayez de retenir un peu ce que c'est. C'est l'énergie qu'il faut pour augmenter 1 kg d'1 degré. Alors, je vous rappelle que tout va dans les deux sens. Soit je donne de l'énergie pour monter en température, soit un objet qui se refroidit, il y a conservation de l'énergie, donc il ne va pas juste se refroidir comme ça. En se refroidissant, il donne son énergie à quelque chose d'autre. Et l'énergie qu'il donne, bah, ça va être delta U, c'est m delta petit u, c'est mcv delta t. Voilà. Alors j'insiste sur ces différences de taille. Un U majuscule, un U minuscule, ça se ressemble quand même vachement. J'ai toujours essayé de faire mon U majuscule sur de petites crolles et le U minuscule en petites crolles. Mais voilà, faites attention, surtout quand vous prenez des notes, il y a une différence entre les deux qui est la masse. Alors vous voyez que je n'ai pas présenté ici l'intégrale. C'est normal parce que j'aimerais bien en parler avec le slide suivant. La chaleur massique, c'est-à-dire l'énergie qu'il faut pour chauffer quelque chose, intuitivement, vous pouvez vous douter que chauffer quelque chose de déjà chaud, c'est plus dur. C'est ce que représentent ces courbes ici. Vous avez la température ici selon l'axe des X, vous avez la chaleur massique selon l'axe des Y. Et vous voyez par exemple, si je veux chauffer du CO2, au début il me faut 30 joules par kilogramme par Kelvin, et à la fin il me faut 60 joules par kilogramme par Kelvin. Alors on ne va pas décrire en détail pourquoi ces courbes-là. La seule chose qu'il faut faire attention, c'est que s'il y a une grosse variation de température, CV change fortement. Maintenant attention, c'est des grosses variations. Vous voyez ici, pour passer de 30 à 60, il m'a fallu environ 2000 degrés de différence. Donc, si on est dans une pièce où on passe de 50 à 70 degrés, ok, mauvais exemple de pièce, si on est dans une pièce où on passe de 15 à 25 degrés, par exemple, CV, il ne va pas changer, hein, de 15 à 25 degrés, sur ce graphique, on est au même endroit. L'échelle ici est vraiment très grande. Par contre, si tout d'un coup, vous allez travailler dans la sidérurgie, on va monter à 1000 degrés,
bah là, vous ne pouvez pas employer un CV qui est le même tout le temps. Si jamais CV change avec la température, alors au lieu d'avoir CV fois delta T, comme ça change avec la température, il va falloir intégrer CV. Il va donc falloir trouver la fonction que vous avez dans le slide après et puis c'est parti. Ceci, on vous le montre. Si jamais on pourrait vous donner l'équation, alors vous devez intégrer, mais notre but, c'est vraiment que vous compreniez les bases et donc on va surtout travailler avec cette forme-ci, puisque aussi, comme on vous disait, dans les travaux que vous allez considérer, CV change rarement énormément. Mais il change quand même un peu. Par contre, s'il change un peu entre 20 et 40 degrés, par exemple, il n'y a pas besoin de regarder toute sa fonction. Sa fonction, on fait peut-être quelque chose comme ceci, en très plein, mais on peut l'approximer linéairement. Et les approximations linéaires, vous êtes des pros depuis la semaine passée. On va en reparler un peu aujourd'hui. Je vais vous présenter une méthode encore plus simple pour le faire. Ça va? Du coup, si je cherche un CV entre 20 et 50 degrés, bah, je vais faire une approximation linéaire pour trouver ce qu'il y a entre les deux. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va employer, si vous l'avez peut-être vu venir, des tables. On va faire cet exercice-ci. Donc, c'est l'exercice 2.7. L'exemple, pardon, 2.7. C'est un peu petit. Vous arrivez à lire tous ou pas? Ouais, suffisamment? OK. Alors, on va le faire de 2 méthodes. Imaginons que vous avez une pièce à pression atmosphérique. Donc, vous voir ici, tout de suite, ça doit vous dire: «OK, pression 101 325 pascal, de 10 mètres par 10 mètres au sol pour 3 mètres de hauteur». Donc, le volume de cette pièce, il vaut combien? C'est 10 fois 10 fois 3, c'est donc 300 mètres cubes. On sait même pas de quoi on parle, mais moi je trouve que c'est un bon réflexe de se dire: «Bah tiens, j'ai déjà des données, autant les calculer». Comme ça, là, je peux me dire: «OK, ça c'est lu». Je pourrais même dire: «OK, même la première information que j'ai eue, c'était P, que c'était 100 325 pascal». Ça, je suis prêt. Et on vous demande quelle est la version d'énergie interne quand on veut faire passer de 7 degrés à 27 degrés. D'accord? Donc je cherche la variation d'énergie interne. Ça va s'écrire comment ça? Delta U. U pour énergie interne. Maintenant, ici, on a juste une variation de température, donc ça va être quel type d'énergie interne? L'énergie interne sensible. Sensible, c'est la température. Alors vous remarquez que j'ai mis quoi ici? Une majuscule. C'est l'énergie interne de ma pièce, au total. L'énergie interne sensible. Et donc ceci, rappelez-vous, dans les tables, on ne va pas avoir quelque chose qui dépend de la masse, sinon mes tables, il faudrait le faire, ça c'est l'état pour 1 kilo, ça c'est l'état pour 2 kilos. Et donc on a les tables par kilo. Et donc, on va réexprimer ceci comme m delta petit u s. Alors, ici, on me demande quelle est la variation d'énergie interne de ta pièce, de tes 300 mètres cubes. On écrit ça, la variation d'énergie interne sensible, puisqu'ici, c'est de la température. Par contre, quand tu vas aller chercher dans tes tables, elles ne te disent pas, ça, c'est la valeur pour 300 mètres cubes. Elles te disent, ça, c'est la valeur par kilogramme. Et donc, le lien entre les deux, vraiment comme on avait fait avant, le volume, c'est la masse fois le volume massique. Mais ici, la variation d'énergie interne totale, c'est la masse fois la variation d'énergie interne par kilogramme. Ça va? Ceci, c'est une étape qu'on va souvent faire, ne l'oubliez pas, parce qu'on va souvent retourner dans les tables et dans les tables, c'est constamment des valeurs massiques. Que ce soit pour l'enthalpie, que ce soit pour l'énergie interne, que ce soit pour le volume, tu as un volume massique. OK. Comment est-ce que je peux trouver la masse ici? OK, à ton avis, alors qu'est-ce qu'on a dit sur Teams?
Euh, Monsieur, Oui, ah, au fait, ça dépendra du corps qu'on étudie, non? Vu qu'on a le volume, on pourrait calculer la masse volumique. c'est ça. Et ici, c'est pas dit, mais c'est sous-entendu, enfin si c'est dit ici, hein, c'est de l'air, Ah. du coup. C'est une pièce avec de l'air. Comment est-ce qu'on peut trouver sa masse? On a le volume. La masse volumique de l'air, on l'a pas. Monsieur, pour Enfin, ce genre d'exercice, il ne donnerait pas la masse volumique. on pourrait, mais là, on vous la donne pas. On a la pression. Ben, on passe alors par PV égale à MRT. Ouais, tout le monde est d'accord avec ça? L'air est un gaz parfait. On va donc prendre la table 1. D'accord? Ça, je vous laisse retrouver. Donc, soit pour ceux qui sont en ligne, c'est c'est à la fin du syllabus. Soit pour ceux qui sont ici, vous prenez vos tables. C'est la toute première annexe, celle avec constante des gaz, etc., qu'on a déjà employé pas mal de fois. Donc, normalement, on va vérifier que l'air est bien un gaz parfait. Donc, rappelez-vous, hein, mon air est un gaz parfait. Car sa température est 2 fois plus grande que sa température critique. Température critique, vous pouvez aller voir dans les tables. Ici, on a 132 Kelvin. Donc, 2 fois sa température critique, on a 260 Kelvin. Et ici, bah, on est au-dessus de 0 degré. On est à 280, 300 Kelvin. On est bien un gaz parfait. Du coup, je peux employer la loi des gaz parfaits. PV égale MRT. Ça va pour tout le monde? Je veux la masse. Donc, la masse, c'est PV sur RT. Et je dois faire attention à quoi quand je fais ça, si vous vous souvenez? Une erreur classique. On doit faire attention aux unités. Voilà. On l'a dit en classe aussi. Faites bien attention aux unités. Parce que ma pression, elle est exprimée soit en pascal, soit en kilopascal. Mais le R ici dans les tables, il est exprimé en kilojoules. Donc soit vous mettez des kilopascals et des kilojoules, soit vous mettez des pascals et des joules, mais mélangez pas les deux. Ici, je vais mettre en kilopascal parce que j'ai envie. Donc ma masse, c'est PV sur RT. PV, c'est donc 101,325. Et je vais le mettre comme ça en unité pour insister. Kilopascal, vous n'êtes pas obligé de me l'écrire, mais c'est juste pour insister. Fois le volume, 300 mètres cubes, divisé par la constante du gaz qui vaut 0,287. Et alors là, je vais remettre les unités pour insister. Fois la température, on prend quelle température ici? Euh, on ne devrait pas prendre le delta T, la variation de température, parce qu'ils disent de 7 à, je sais plus c'est combien, 27 ou quoi. De 7 à 27 degrés. On commence à 7, on finit à 27. On prend le delta T. C'est ce que propose la salle ici. Ouais. Donc c'est bien pas une variation de température, il faut une température, sinon vous allez avoir des problèmes. Ici, la masse va changer, d'après vous? Non. Par contre, avec la température, ce qui va changer, c'est la masse volumique et le volume, mais en première approximation, entre 7 degrés et 27 degrés, la dilatation va être très faible. Et donc, on va prendre la moyenne, la masse moyenne. Donc, 7 degrés en Kelvin, ça fait 280,15.
27 degrés en Kelvin, ça fait 300,15. Et la moyenne entre 280 et 300, on va être vers 290,15, quelque chose comme ça. Ça va? Si on veut vraiment être dans les détails, on va donc être à 280,15 plus 300,15 divisé par 2, qui fait 290,15. Oui, c'est une approximation. Ta masse, enfin, ton volume plutôt, ton volume, il est fixé dans ta pièce. Par contre, ta masse volumique va changer avec la température. Ta masse, normalement, s'il n'y a pas de sortie de masse, elle ne va pas changer. Donc, on fait une approximation. Que tu restes à masse volumique constante. Approximation qui serait assez bancale si jamais on avait des grosses variations de température. Et donc ici, en fait, on va se retrouver vraiment avec une estimation en supposant un ρ moyen. Maintenant, c'est important de se rendre compte que ce ρ moyen doit te donner la bonne masse, grosso modo. Parce que ta masse ne peut pas changer ici, sauf s'il y avait des paires. OK, j'ai pas envie de le calculer. Ah, si vous voulez le faire, allez, je vois que vous avez vos calculettes. Si vous le faites, je vous fais confiance à 100 %. Vous devrez tomber vers 360 kg, quelque chose comme ça. Trois cents combien? 365 034? 365 365,034. Comment est-ce que j'ai su prédire que ça allait être environ 360 kg? J'ai vu ta question, Agnès, j'y réponds bientôt. Ouais, donc pour ceux qui ont trouvé 1000 fois ça, vous avez sans doute oublié de mettre en kilopascal ou de mettre ici en joules. Mais en tout cas, si vous avez des kilos là, il faut des kilos là. Si vous avez des pascals là, il faut des joules là. Comment est-ce que j'ai dit oralement vous allez tomber vers 360? Comment est-ce que j'ai fait? C'est c'est bien beau. Ouais, j'ai vu vos questions, hein, sur Teams, j'y réponds bientôt. Je connais pas l'exercice. Enfin, je l'ai fait hier, hein, quand même pour être prêt, mais c'est pas grâce à ça, là, je me souvenais plus du tout de la valeur, je l'ai recalculé. OK. Vous vous souvenez, je vous ai dit que c'est important que vous connaissiez des ordres de grandeur. Un ordre de grandeur que vous devez connaître, c'est que le ρ de l'air, à pression atmosphérique, à notre température, c'est environ 1,2 kg par mètre cube. Et la masse, c'est ρ fois V. J'ai fait 1,2 fois 300, ça fait 360. D'accord? C'est comme ça que si on vous demande le jour de l'examen: «Tiens, vous avez trouvé une masse, ça vous semble plausible?» Ben, ici, on est un peu plus précis parce qu'on a une température, ça va un peu changer. On est un peu plus précis de l'ordre de 1 ou 2. Ça paraît une énorme différence, mais tant qu'à le faire, autant être un peu plus précis. Et c'est pour ça que je vous avais dit, on ne va pas employer, l'euro sorti comme ça, mais c'est bien pour le vérifier. Et donc essayez toujours d'avoir en tête, l'euro de l'eau, c'est 1000, l'euro de l'air, c'est 1,2. Quand vous allez travailler dans une boîte, à un moment, il va y avoir des valeurs que tout le monde connaît dans la boîte. Au début, vous allez dire qu'ils sont trop intelligents, et puis à un moment, vous allez vous rendre compte, c'est des valeurs qu'ils emploient tous les jours, en fait. Bah, pour ce cours-ci, les valeurs qu'on va employer tous les jours pour l'instant, on va en voir d'autres. C'est l'euro de l'air et l'euro de l'eau. On va beaucoup travailler avec de l'air et de l'eau. Ça va pour trouver cette masse? Là, on a fait juste cette partie-là. Partie qui n'est pas de la nouvelle matière, en fait, c'est de la matière d'il y a 2 semaines. C'était être capable de trouver la masse. Donc vous voyez que le chapitre 1, j'avais dit, il est un peu trop simple, on ne va pas poser des exercices dessus, mais il intervient partout. Si vous ne savez pas faire ça, vous ne savez pas trouver quelle sera l'énergie totale ici.
Maintenant, on va regarder quelle était l'énergie massique, parce qu'on sait que ça va donner égale 365,034 fois delta US. Alors, une question qui était posée sur le chat de Teams, c'était pas trop compris cette partie avec la température. Donc, je vais vite y repasser. PV égale MRT, c'est la loi des gaz parfaits. Et donc, M, c'est PV sur RT. Pression, volume, la constante du gaz, ça tout le monde a l'air d'avoir compris. Ici, il faut trouver quelle est la température de la pièce. Mais justement, on est avec une température variable. On dit on commence à 7 degrés et on termine à 27 degrés. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On prend 7 degrés, on prend 27 degrés. Bon, on fait la moyenne. Et donc, la moyenne entre 7 degrés et 27 degrés, c'est 17 degrés. Ou autrement dit, c'est 290,15 Kelvin. Et donc, pour accentuer le fait que j'ai fait la moyenne, plutôt que d'écrire 290, j'ai dit je fais la moyenne entre 280, donc mes 7 degrés, et 27 degrés, donc 300 Kelvin. Et donc, la moyenne, je divise par 2. Si vous avez 15 sur 20 et 18 sur 20, vous voyez la moyenne, vous faites 15 plus 18 divisé par 2. Ça va? Si vous aviez pris 7 degrés, est-ce que ça fait une grosse différence? Non. Si vous avez pris 27 degrés, est-ce que ça fait une grosse différence? Non. Mais on va quand même prendre la moyenne, c'est le plus réaliste. Tu as une question? Il faut le prendre dans le tableau. On va jamais vous demander de connaître ça par cœur. Même si, comme c'est pour l'air, à un moment, tu vas vite savoir que c'est 287 à force de l'employer, mais par défaut, vous avez le tableau pour les autres substances et donc on ne vous demande pas de le connaître. Ça va pour Teams? C'est clair maintenant la température, pourquoi on fait la moyenne et tout ça? Suspense. Ah, bon, j'ai laissé me vivre. Et c'est un oui, avec même un merci. Pas de souci. N'hésitez pas, hein. On essaie de faire comme on peut pour que tout le monde le suive. Ah. OK. Il faut trouver donc maintenant delta petit us. Donc faites attention, parfois c'est possible que j'ai un peu de faiblesse et que je dise delta U. Mais on bien faire la différence entre ce U-là et ce U-là, hein. C'est possible aussi que là je parle de énergie interne, mais c'est l'énergie interne massique. Maintenant, quand on parle beaucoup, on fait parfois un peu on fourche un peu. Donc voilà, méfiez-vous. Et si à un moment c'est pas clair dans votre esprit, n'hésitez vraiment pas à me demander, on parle duquel, du massique ou pas. Il y a deux méthodes pour trouver U. Méthode 1, la plus exacte, allez voir dans les tables thermodynamiques. Là, on a vraiment des valeurs qui ont été prises par des gens expérimentalement, c'est très précis. Et donc, ici, on est de l'air. On va donc aller prendre une table pour l'air, qui est la table 8 dans le nouveau syllabus, et dans l'ancien, je ne sais plus si on vous l'avait donné, oui, c'est la table 17 dans l'ancien. C'est une table où on vous dit, voilà des températures, voilà des pressions. Alors hop, je vais la reprendre devant moi, pour pas dire de bêtises. OK. C'est une table où on dit, vous avez des températures, et puis on vous donne toute une série d'informations. Je ne vais pas rentrer en détail sur les variables qu'on ne connaît pas encore, mais vous voyez qu'il y a une variable qui s'appelle petit u, qui est l'énergie interne en kilojoules par kilogramme. On va donc aller voir où est-ce qu'on trouve 280,15. Alors, il n'y a pas 280,15, il y a 280. Soit vous êtes chaud, chaud bouillant et vous dites moi j'interpole entre 280 et 285 pour trouver 280,15. Soit vous vous dites, et honnêtement on va le faire ici, ouais 280,15 c'est 280. Pour ce genre d'interpolation, on va vous laisser juste faire l'arrondi. On n'est pas là en 0,1 comparé à 280, on est sous le pourcent, voire même sous le pour 1000. C'est bon. Si vous avez un doute le jour de l'examen en disant monsieur, il ne faut pas interpoler, quand il faudra interpoler, vous inquiétez pas, ce sera clair. Ici, 280,15, c'est 280. Ou si vous voulez, on mettra dans l'énoncé, c'est 6,85 degrés. Ben voilà. Donc, je lis cette ligne-ci, je vois que l'énergie interne, c'est 199
14,75 quand on est à 280 Kelvin et 214,07. Et donc, mon équation devient quoi? C'était la masse. Et là, je veux la variation d'énergie. Rappelez-vous, quand on passe de 7 à 27 degrés, donc quand on va de A vers B, on fait toujours B moins A. Donc, je veux l'énergie à la fin. Je vais appeler ça le point 2, moins l'énergie au début. L'énergie à la fin, c'est à 300 Kelvin. C'est donc 214,07. L'énergie au début, c'est 199,75. Ceci, ça fait 14,30. Ouais, 14,32, c'est ça. C'est quoi les unités ici? Vous avez une idée? Ouais, juste pour ça. Delta U minuscule. Ouais, c'est bien ça. C'est bien des kilojoules, attention, pas des joules par kilogramme. Là, encore une fois, les ordres de grandeur sont importants, hein. Les anciennes ampoules, on va dire qu'une ampoule classique, c'était 50 watts, ça veut dire qu'elle brûle 50 joules par seconde. On est bien d'accord que monter de 7 degrés à 27 degrés de l'air, ça demande beaucoup plus d'énergie. On ne va pas être dans les joules, on va être dans les kilojoules. C'est d'ailleurs pour ça que dans les tables, tout est en kilojoules, hein, parce qu'on est dans des énergies beaucoup plus grandes. Et donc fois 365,034 kg. Ça va? Donc pour chauffer toute cette pièce de 7 à 27 degrés, vous connaissez l'énergie qu'on a ici. Et donc si vous faites la multiplication des deux, allez, je vais aller vite regarder combien ça fait. De tête. Combien tu disais? Kilojoules de fait. Et donc si on veut un peu faire un effet choc, on est à 5,23 mégajoules. Je vous fais confiance pour les calculs. Ouais, ma calculette est dans le sac là, il faut passer les câbles. C'est beaucoup? C'est pas mal, hein? C'est vraiment pas mal. C'est énorme, mais 300 mètres cubes, c'est énorme. Enfin, c'est énorme. La pièce ici, on ne doit pas être loin, hein. On doit être sur du 4 fois 8 fois 2,5, quelque chose comme ça. Bon, on est quand même un peu loin, mais on prend le double de cette pièce-ci et on y est. Ouais, allez, plus que 4, hein. 1, 2, 3. On est plutôt à du 7, mais OK, on doit être proche. Ici, on a déjà une... En quoi c'est intéressant de savoir ça? Est-ce que vous avez des idées de pourquoi on pourrait employer ça, par exemple? Bah, imaginez, je mets une grosse résistance ici au milieu de la pièce, que j'appelle chauffage électrique. C'est quoi l'effet, la puissance dissipée par effet Joule? Vous vous souvenez de ça? C'est quoi l'effet Joule déjà? Si vous mettez un courant dans un câble, ou une résistance plutôt, ça va chauffer. L'effet Joule, c'est quelque chose de très important dans vos études, hein. Ça peut expliquer pourquoi des câbles pourraient fondre, mais ça peut aussi expliquer le chauffage électrique. Et donc, si on sait la quantité d'énergie qu'il faut pour chauffer la pièce, ben on sait designer par exemple le chauffage qu'il faut pour la pièce. Alors on va voir que là, on est juste dans la partie additive, qu'il va aussi y avoir des pertes par les fenêtres, par les parois, etc. Mais
savoir l'énergie qu'il faut pour chauffer une pièce, ça peut nous informer. Est-ce qu'il faut mettre tel type de chauffage, la quantité qu'il faudra, le temps qu'il faudra le laisser tourner, et ainsi de suite. Donc, on commence à faire des calculs où on se rapproche progressivement de la technique et de ce que vous allez pouvoir faire avec ça. Alors, ΔU, il y a une autre manière de le trouver. Si vous vous souvenez, on vient de voir qu'on pouvait exprimer ΔU grâce à la chaleur massique. Est-ce que vous vous souvenez toujours de la formule? Ouais, oui, oui et non. ΔU, c'est la chaleur massique fois ΔT. Attention, le M tantôt, c'était le M pour arriver ici. Donc le delta grand U, c'est MCV delta T, mais le delta petit u, c'est CV delta T. Que vaut delta T ici? Il vaut 20. On passe de 7 à 27 degrés, on a une augmentation de 20 degrés. Alors attention, si on passait de 27 à 7 degrés, il vaudrait combien? Moins 20. Bien faire attention, c'est toujours la fin moins le début. Si j'étais à 27 degrés et que je passe à 7 degrés, j'ai un moins 20. Le signe va être important parce que là, pour chauffer, j'ai un signe positif. Je gagne de l'énergie, ça veut dire que quelqu'un a dû m'en donner, j'ai dû chauffer. Si je diminue en température, c'est que je donne mon énergie. Typiquement, qu'est-ce qui se passera? Je donne mon énergie à l'air extérieur, par exemple. Et donc, je réchauffe la planète. Bon, la planète ne va pas sentir grand-chose, hein, mais... Il faut trouver CV. Comment est-ce que je peux trouver CV? Eh ben, vous n'allez pas me croire, mais il y a une table. En particulier, c'est la deuxième table. L'air, on a dit que c'était un gaz parfait, et c'est incroyable, la deuxième table, elle s'appelle chaleur massique des gaz parfaits. Comme si c'était prévu. Le hasard fait bien les choses quand même. Alors, il y a deux types pour la table 2. Elle est divisée en une partie A, une partie B, une partie C, et c'est tout, je pense. Alors, je vais la montrer à l'écran comme ici. C'est la première fois qu'on voit cette table-là. Donc, je vous rappelle, si vous allez dans le syllabus, vous ouvrez le recueil d'exercices, ou le syllabus, c'est pareil. Vous avez la liste des tables. Et donc, vous avez ici chaleur massique des gaz parfaits à différentes températures. C'est la table A2. Ici, chaleur massique des gaz parfaits. Je vais aller la voir. Hop. Et ici, on vous a repris juste une partie des tables. Si vous regardez ce qu'il y a là, vous verrez qu'il y a plus de choses. Ici, on a juste pris la table en fonction de la température. Pour ceux qui sont en classe, si ça vous amuse, vous pouvez voir qu'il y a la partie C, où là, on a une fonction de la température, ça permettrait d'intégrer. Mais on s'est dit, oh, allez, on ne fait pas d'intégrale. C'est beau, hein? On est tellement gentil. Mais voilà, si un jour vous regardez des grandes variations de température, vous pouvez regarder cette petite chose. Et donc, on a des substances, de l'air, du dioxyde de carbone, etc. Ici, on est dans de l'air. Vous avez CP, on en parlera plus tard. Vous avez CV, on en parle maintenant. Vous avez K, on en parlera peut-être. CV, c'est la chaleur massique à volume constant. C'est celle-là qui est définie pour ΔUS. Et donc, c'est assez intéressant. La manière dont c'est trouvé, c'est quand le volume est constant. On en discutera la différence entre CV et CP plus tard. Et donc, on voit qu'à 250 Kelvin, le CV de l'air, c'est 0,716. Alors, attention de nouveau, kilojoules par kilogramme par Kelvin. À 300 Kelvin, c'est 0,718. Alors, on vous a repris ça en petit ici. Il y a plusieurs manières de s'en sortir. Soit vous le faites rapidos, vous êtes sur chantier, vous avez envie que ça avance vite. Nous, on est en moyenne
à 290, on est d'accord? Puisqu'on était à 280 Kelvin au début, 300 Kelvin à la fin, donc en moyenne, on est à 290. On va reprendre cette moyenne-là. Et donc 290, on est plutôt proche de 300, 0,718. Ça, c'est la version je veux aller vite. Ou alors, il y a la version j'ai envie de faire un calcul un peu précis. Déjà que je fais une approximation, j'ai envie de ne pas la faire trop, mon approximation. Et donc, on va interpoler. Et comme je sais que l'interpolation vous pose quelques soucis, on va un peu entraîner ça. Je vous ai présenté 2 manières de le faire la fois précédente. Cette fois-ci, une autre manière pour voir. Je pense qu'elle est plus simple, mais j'avais envie de vous démontrer un peu comment ça marchait la fois passée. Une autre manière de retomber sur la formule. Alors, on va de nouveau repartir du point en bas. On va dire que donc mon CV moyen à 290,15 Kelvin, c'est égal à quoi? Bah, c'est égal à 0,716, c'est celui du bas. Et puis, ici, j'ai un écart. Mon écart, il est de combien ici? 0,002. Alors, je vais l'écrire au tableau pour qu'on s'en souvienne comme l'écart, hein, 0,718 moins 716. 0,0 purée, j'y arriverai. 0,718 moins 0,716, ça c'est l'écart. D'accord? La question c'est où je suis dans cet écart. Est-ce que je suis à 0% de l'écart, auquel cas je serai à 0,716, ou à 100% de l'écart, auquel cas je serai à 0,718? Où est-ce que je me situe? Bah pour ça, on va se baser sur là. Là, je me situe où dans l'écart? Ouais, plutôt à 80%. Comment est-ce qu'on fait ça? Bah, ici, mon écart, il vaut combien? 50. Donc, ici, le maximum que j'aurai, c'est 50. Mais moi, je suis à combien? Je suis vers 40. Ça, vous calculez comment? Comme ça. D'accord? Ceci, c'est juste où je suis. Je suis environ à 4/5 en fait. Je suis à 40 dans l'écart sur 50 au total. Il y a quelqu'un qui m'avait dit: «Est-ce qu'on pourrait faire une règle de 3?» Là, on vient vraiment de faire une règle de 3 en fait, hein. La seule chose, c'est qu'il l'avait mal faite la fois où il me l'a montré la fois précédente, mais c'est vraiment ça. Je regarde où j'en suis dans l'écart à gauche et je multiplie ça par l'écart que j'ai à droite. Et là, vous avez votre fonction. On reconnaît ce qu'on avait fait la fois passée, hein. Le départ, ça divisé par ça, c'est la pente en fait, fois le delta x. Ça dépend juste comment on voit les choses. Soit on fait une proportion, je suis à tel endroit selon le x, bah, on regarde où j'en suis dans le y. Soit on fait j'avance selon x et puis j'ai un delta y. Choisissez ce qui vous parle le mieux. Moi, j'aime bien ça, c'est souvent comme ça que je réfléchis, surtout quand j'ai pas de calculette. Chez moi, c'est comme ça que j'ai fait, hein. J'ai fait 290,15, je suis environ à 4/5 de l'écart ici, donc je vais être à 4/5 de l'écart ici. 4/5 de 0,2, ça fait 1,6 et ça fait 717,6, 700 ouais, 717,6 et vous voyez qu'ici, la vraie valeur, c'est 717,606 parce qu'il y a le virgule 15 que j'ai pas fait de tête, mais je trouve que c'est plutôt efficace comme méthode. Ça, c'est votre CV moyen, 0,717606 kJ par kilogramme par Kelvin. Je vais le réécrire. Je vous encourage à souvent écrire les unités pour pas se tromper en joules, kilojoules, c'est une confusion courante. Et je vous encourage de nouveau à vérifier votre résultat. Si vous avez fait un gros calcul, vous l'avez tapé à la calculette,
Bah, soit vous faites comme je viens de faire, 4/5, je serai environ à 717, soit plus basiquement, bah, je dois être en 716 et 718 et plus proche de 718. C'est bien le cas. Ça va pour tout le monde? Les interpolations? Voilà, comme ça vous avez 3 manières de voir les choses. Soit vous faites l'égalité des pentes, soit vous dites: «Je fais un delta X fois la pente», soit vous dites: «Le rapport que j'ai à gauche est le même que le rapport que j'ai à droite». J'espère qu'une des méthodes vous parlera un peu et vous aidera à retenir ça. Bonjour, bonjour. Ça, c'est CV. Maintenant, moi, je veux delta petit US et ça, c'est CV fois delta T et donc au final, mon calcul va me donner 365,034 fois CV, donc fois 0,717,606 fois delta T, donc fois 20. Pour rappel, delta T, c'est une variation de température, donc peu importe que vous faites cette variation en Celsius ou en Kelvin, c'est identique. Si c'est une variation, si on vous demande juste T, comme dans PV égale MRT, pas delta T, alors là, en Kelvin. Voilà, là, vous avez votre exemple pour trouver l'énergie qu'il faut. D'après vous, on va avoir 2 valeurs différentes en fait, hein. D'après vous, quelle est la bonne valeur? CV delta T ou les tables? La table est plus précise. Et d'après vous, quel était le plus simple? La table ou CV delta T? La table. C'est plus simple et plus précis. Et donc, par défaut, quand on a les tables, on emploie les tables. Par contre, vous êtes sur chantier et on vous dit, j'ai de l'air, ça monte de 20 degrés là, c'est quoi l'énergie? Bah, c'est beaucoup plus simple de retenir que le CV de l'air, c'est environ 0,72 et je dis: «Je veux la monter de 10 degrés, 0,72 fois 10. De 100 degrés, 0,72 fois 100». Ça va très vite et hop, vous avez l'énergie en kilojoules qu'il vous faut pour monter chaque kilogramme d'air. Et donc ceci, en fait, c'est très souvent employé pour faire un calcul rapide dans des conditions comme ça, on a vite un guess ou quoi. Et donc quand vous allez travailler dans certains milieux, vous allez très vite connaître le CV et même plutôt le CP, en fait, on en discutera, de l'air et de l'eau. De nouveau, un peu comme l'euro, ça vous permet d'aller très vite dans certaines situations. Par contre, si vous avez le temps de chez vous de faire un calcul précis, bah, en fait, ça va même plus rapide d'aller prendre les tables. La seule chose, c'est qu'il faut avoir les tables et sur vous, vous les avez peut-être pas nécessairement au moment clé. Je suis sûr, vous demandez à monsieur Van Larbeek c'est quoi le CP de l'eau, il vous le connaît et à monsieur Vanouk là d'autant plus. Est-ce que ça va pour tout le monde ceci? Donc, je répète un peu, on est en train de regarder l'énergie dans les systèmes, niveau énergétique d'un système, pour voir un peu c'est quoi son état. On a vu qu'il y avait l'énergie macroscopique, ce que vous avez vu en mécanique, l'énergie cinétique, l'énergie potentielle, mais on avait vu qu'il y avait aussi des niveaux d'énergie microscopiques. Et là, pour l'instant, on regarde vraiment qu'est-ce qui se passe quand j'ai une variation de température. C'est de la variation d'énergie sensible qu'on trouve dans les tables. Et si j'avais eu de l'eau saturée, on va dans la table de l'eau saturée et il y a la petite variable U. Et donc toutes les tables que vous avez employées pour trouver le volume jusqu'à présent et vous me demandiez un peu à quoi ça servait, bah là vous voyez que ça peut déjà permettre de trouver quelle est l'énergie nécessaire pour augmenter ou diminuer la température, enfin dans ce cas-là on récupère de l'énergie d'une substance. Vous vous en doutez, hein, il y avait plusieurs niveaux d'énergie, on va passer au suivant. Donc essayez d'avoir cette vision, j'ai mes noyaux, autour de ça il y a des électrons, ça forme des atomes, certains atomes se lient entre eux chimiquement, c'est ce qu'on appelle des molécules. Ces molécules sont elles-mêmes liées entre elles et en plus il y a de l'agitation moléculaire. L'agitation moléculaire, on avait dit, c'est l'énergie sensible, c'est ce qui donne la température. Si je chauffe un objet ou le refroidis, sa température varie. Il y a donc besoin d'énergie ou il en donne. Par contre, il y a des forces, on ne va pas rentrer dans les détails, qui ont un autre nom, qui sont plus puissantes, qui lient les molécules entre elles. Ces forces, c'est ce qui définit les phases. J'ai toujours des molécules, mes molécules, elles sont soit fortement liées à un solide, soit relativement liées à un liquide, soit pas liées à un gaz. Oui?
C'est ça. Du coup, tenir les molécules ensemble, c'est plus fort que comment elles bougent. C'est des liaisons plus fortes. Et donc, casser ces liaisons donne plus d'énergie. Et vous allez voir, on va aller de plus en plus vers de l'énergie. Là, on est dans le chimique et là, dans le nucléaire. On va y venir. Comment est-ce qu'on peut trouver l'énergie dont on a besoin pour casser ces liaisons ou pour les former? Eh ben, on va aller voir ça tout de suite. Quand est-ce qu'on change de phase? Il y a un mot-clé que j'ai envie d'entendre. Ça a un rapport avec le cours précédent. Par exemple, à quelle température change-t-on de phase? De liquide, pas critique. Ça, c'est ce qu'on emploie pour trouver si c'est un gaz parfait ou pas. C'est lié, mais il y a un mot qu'on a employé plein de fois la semaine passée. On se posait cette question-là pour savoir si on était dans un état ou dans un autre. J'ai de l'eau à 20 degrés dans des conditions d'atmosphère actuellement. On dit que l'eau, elle est dans quel état? Voilà. L'eau est liquide. Si j'arrive à la température de saturation, c'est là que j'ai mon changement de phase. Et donc le mot-clé que je cherchais ici, c'était saturation. On va parler d'énergie latente que quand on est à saturation. Ça n'a pas de sens de dire si on est à pression atmosphérique, j'ai de l'eau à 20 degrés, quelle est l'énergie qu'elle dégage quand elle change de phase? Bah, d'abord, on l'amène à 100 degrés, il y a une augmentation d'énergie sensible, et une fois à 100 degrés, il n'y a plus de variation d'énergie sensible. Par contre, on va aller puiser dans l'énergie latente. Et donc, imaginons que j'ai 25 kg d'eau liquide, mais saturée. Elle est donc, si on est à pression atmosphérique, à combien de degrés? 100 degrés. Si on veut être vraiment un peu embêtant, à 99,97 degrés Celsius, mais j'accepte très fort le 100 degrés. Voilà. Bah, vous comprenez pourquoi dans la grille de cotation, il y a un moment, vos erreurs sont sous 1 pourquoi on a défini vraiment précisément pour voir où on accepte des arrondis ou pas. Typiquement, quand on avait le 280,15 qu'on a arrondi à 280, on est clairement sous le 1 d'erreur, on accepte. Par contre, tantôt, il y a l'autre fois, il y a certaines interpolations où là, ça changeait quand même. Alors, on va donc regarder la table des mélanges liquide-vapeur saturé. Quand je vous disais que ce qu'on a fait la fois précédente, ça allait revenir tout le temps, ça revient tout le temps. On a à pression atmosphérique, 100 325 pascal. On a saturation, donc on sait bien qu'on est vers 100 degrés. La fois passée, on s'était amusé à jouer, bah tiens, si c'est un liquide saturé, son volume massique, c'est ça. S'il s'évapore et devient une vapeur saturée, son volume massique, c'est ça. Bah ici, on ne va plus regarder comment on change son volume, même si c'est intéressant. On va surtout regarder, pour faire évaporer cette eau, il faut quelle énergie? Ben, c'est parti. Pour faire évaporer de l'eau, je vais regarder la variation d'énergie. Et cette fois-ci, ça va être une variation d'énergie latente. Si je vous avais demandé, on part de 20 degrés, mais il y aurait d'abord une variation d'énergie sensible de 20 à 100 degrés, et puis de latente de 100 degrés à 100 degrés, mais de liquide saturé à vapeur saturée. Et donc ça va être M fois la variation d'énergie latente. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que je commence liquide saturé et que je termine vapeur saturée? Ça va pour tout le monde, ça? Et donc, rappelez-vous, hein, quand j'ai un delta, c'est toujours la fin moins le début. Donc ça va être M, la fin, moins le début. Je ne vais pas écrire fin et... Allez, je vais écrire fin et début. Mais je suis dans quel état à la fin, du coup? Ouais, mais plus précisément, en vapeur saturée. On mettait quoi comme petit indice quand on est en vapeur saturée? Quand on est en vapeur saturée, vous voyez que c'est un peu long d'écrire ça. On va écrire ça U petit g. Et quand on est au début en liquide saturé, on va écrire U petit f.
C'est très important parce que très vite, je vais plus écrire ces 2 étapes-là, hein. Très vite, je vais écrire UG moins UF et donc quand vous voyez UG moins UF, vous devez vraiment vous dire tout de suite, ça c'est l'énergie interne quand on est en vapeur saturée, UG, moins l'énergie interne quand on est en vapeur, en liquide saturé. Vous voyez, je dis énergie interne, c'est évidemment à chaque fois des énergies internes, massiques, c'est des petits U. Ça va pour tout le monde? Je vais donc aller lire dans ma table. Pression atmosphérique, énergie interne, UG il est là, 2506,0 moins UF il est là, 418,95. Ceci, ça fait 2087. 0,05 à mon avis, quelque chose comme ça. La masse d'eau, on vous dit que c'est 25 kg. Alors j'ai une première constatation à faire avec vous. Vous vous souvenez tantôt, on a regardé pour chauffer de l'air, CV fois delta T. Et on était arrivé, c'est environ 14 kJ par kilogramme. Alors comme il y avait beaucoup d'air, hein, il y avait 360 kg, ça faisait beaucoup, mais on est à 14 kJ par kilogramme. Ici, ça c'est des kilojoules. Pour changer de l'eau de liquide à gazeux, pour 1 kg, c'est 2000 kJ. C'est beaucoup plus. C'est ce qu'on avait déjà un peu discuté. Vous vous souvenez, je vous avais dit, on va beaucoup s'intéresser au changement de phase parce que pour faire évaporer 100 de l'eau, hein, j'ai 100 de liquide saturé, j'évapore tout ça en vapeur saturée, bah, par kilogramme, je gagne 2000 kJ. 2 mégajoules, hein, juste évaporer de l'eau. Donc vous vous souvenez quand on avait trouvé la pièce ici, waouh, on est quand même, je ne sais plus à combien on était, genre 3 mégajoules ou quoi, non 5 mégajoules. J'étais là, waouh, c'est beaucoup. Ben, vous faites bouillir de l'eau, vous faites évaporer 2 kilos, vous les avez, vos 4 mégajoules. Allez, 2,5 kg, vous êtes à 5 mégajoules. Donc ça va très vite. L'énergie latente, il y a vraiment beaucoup ici. Ici, si je fais fois 25, je ne sais pas si j'ai envie de le faire, on va voir s'il est fait. 52 000, combien? 175. Merci au calculateur. Au calculateur. Mégajoules. Alors, je vous rappelle que les corrections, vous devez être à l'aise, hein, de kilojoule à mégajoule et tout. On peut vous demander l'unité qu'on veut le jour de l'examen, même les unités cheloues qu'on verra un peu plus loin. Chelou, louche, bizarre. Voilà, donc ayez pas peur. C'est aussi pour ça que c'est intéressant de faire quelques exercices, parce que la première fois que moi j'ai fait cet exercice-là dans ma vie, hein, quand j'avais votre âge, je me suis dit des mégajoules, mais jamais. Mais en fait, il y a vraiment beaucoup d'énergie là-dedans. C'est pas pour rien que quand on fait chauffer un peu d'essence, quelques litres, quelques kilos, on arrive à envoyer sa voiture sur 100 km. C'est pour ça que quand on était avec des 1,5 MV², on avait des valeurs un peu gentilles, etc. Dès qu'on arrive dans la chaleur et le changement de phase, là, on monte en énergie. Et vous imaginez que là, on est juste au deuxième. Il y a encore 2 trucs plus loin. Alors, soit vous avez une haute estime de moi et vous m'avez pris pour un génie qui calcule super vite ici. Je vais devoir casser vos rêves. C'est pour ça que j'ai dit ici, il manque sans doute un 0,5. On fait beaucoup d'évaporation, on fait beaucoup de condensation, on fait beaucoup de changements de phase. Du coup, il y a des gens qui se sont dit: «Eh, c'est ennuyant de calculer UG moins UF, il faut le faire tout le temps». Ils ont dit: «On va appeler ça UFG». Alors UFG, par définition, c'est simplement quand vous voyez FG, que ce soit U, que ce soit nu, que ce soit H, que ce soit n'importe quelle variable FG, ça veut dire UG moins UF. Et vous l'avez là. Et donc UFG, c'est vraiment une variable qui sert à rien d'un certain point de vue parce que, ben, il suffit de faire ça moins ça. Mais comme on le fait très souvent, c'est tellement confortable d'aller juste lire là et voilà, pas besoin de faire le calcul, voilà. Je vous ai
dévoiler tous mes secrets à employer avec parcimonie. Ça va la définition de UFG? C'est simplement, et c'est pour ça qu'ici, vous voyez, il est marqué évaporation. Parce que quand on passe de liquide à vapeur, c'est une évaporation. Alors attention toujours au signe, hein, si je passe de vapeur à liquide, j'aurai un moins, mais à part ça, la même chose. Ça va pour tout le monde? Toujours la pêche? Toujours debout? OK. On continue à avancer sur ce qu'est l'énergie interne. Là, vous devez commencer à avoir une petite idée, hein. Énergie sensible, agitation moléculaire, CV delta T ou l'étable. Énergie latente, tout ce qui est liaison qui définissent les phases, et donc c'est quand on va être à saturation, avoir mes changements de phase, l'étable. Énergie chimique et nucléaire, on va en parler, c'est important que vous sachiez que ça existe, mais on ne va pas faire d'exercice vraiment directement dessus dans le cours. Donc ici, on va plus rester dans l'explication générale. Ici, on ne touche pas trop à ma substance. Là, j'ai de l'eau, bah, c'est de l'eau un peu plus pumped up qui bouge dans tous les sens. Là, j'ai de l'eau, eh ben, tout d'un coup, elle va devenir soit gazeuse, soit solide ou quoi. Mais ça reste de l'eau. Ici, l'énergie chimique, on va vraiment venir casser les liaisons. Au lieu d'avoir du H2O, je vais me retrouver avec de l'hydrogène ou de l'oxygène, par exemple. Il y a plein de cas, hein, l'hydrolyse, etc. On va se concentrer ici sur ce que vous allez le plus voir. Après, voyez-vous, qu'est-ce que dans la technique, on fait très souvent en termes de casser des liaisons chimiques? Dans votre cadre d'études. Pas si vous étiez chimiste chez Viropharma ou quoi, mais. Alors, le nucléaire, mais là, on va être là-dedans. On a encore une gamme au-dessus. Là, on ne casse pas les liaisons entre les atomes, on casse les atomes directement. Oui, et lesquels? Là? L'énergie fossile. Et qu'est-ce qu'on fait avec les énergies fossiles? On les brûle et donc la combustion. Voilà. Ceci est une image, ne brûlez pas l'école, s'il vous plaît. Alors là, encore une fois, on est un peu plus dans la culture générale, hein. Vous ne devez évidemment pas connaître ça par cœur. C'est pour cette raison-là aussi qu'on vous demande de faire votre synthèse vous-même. Si vous arrivez avec ça dans la synthèse, on va vous dire: «C'est cool que tu trouves ça important, c'est important, mais pour ce cours-ci, calme, on ne va pas faire ça». Il faut un combustible, quelque chose qui peut brûler, hein. Si vous prenez de l'air, ça va moins bien marcher. Concrètement, c'est quoi un combustible? C'est quelque chose avec du carbone et de l'hydrogène. Si vous me prenez un atome de carbone et 4 d'hydrogène, c'est le gaz le plus courant, ça s'appelle le méthane, le CH4. Dans votre gaz de ville, gaz naturel, il y en a environ 90-95%, ça dépend un peu du type de gaz, le méthane. Après, pour pouvoir faire cette opération de combustion, il faut de l'oxygène. Souvent, on amène de l'air, comme il y a pas mal d'oxygène dans l'air, mais il faut de l'oxygène. Et donc le X plus Y sur 4 là, ça veut dire, c'est juste pour des questions de mathématiques, on va dire. Si j'ai CH4, il me faudra 1 plus 4K, il me faudra 2 atomes de dioxygène, 2 molécules de dioxygène pour être précis. Si j'avais autre chose, si j'avais du C2H8 ou des trucs comme ça, il faudra plus. C'est juste pour vous expliquer ce que c'est ici. Imaginons le méthane qui est le plus simple, le plus courant, CH4 plus 2O2. Du méthane, une molécule de méthane et 2 molécules de dioxygène. Si j'ai une combustion parfaite, parce que ce qui n'est pas tout le temps le cas, hein, souvent il va rester des bouts un peu mal brûlés, etc. On va avoir du CO typiquement. Si j'ai une question parfaite, j'ai une combustion, pardon, j'ai de l'eau, H2O, et du CO2. Alors quand vous regardez ce qu'il y a là, du C, du H et de l'O2, ça semble un peu logique qu'on ait ce genre de molécules. Par contre, on passe d'une molécule assez complexe et on vient couper les liaisons, refaire des trucs plus simples. Et du coup, on se dit: «Eh, mais j'ai plein d'énergie moi maintenant que j'ai fait ça. Avant, j'avais un truc compliqué, il fallait plein d'énergie pour la tenir et là, hop, on refait des petites molécules toutes simples, toutes gentilles et du coup, on a plein d'énergie et on appelle ça de la chaleur». Ça va? C'est clair ça? Ceci, ça s'appelle un combustible et quelque chose qui permet de faire une combustion, ça s'appelle un comburant. Ça va? Oui? Je pense pas, mais je vais répondre le plus honnêtement, je sais pas. Je j'ai pas d'exemple. En tout cas, j'ai pas un exemple qui me vient tout de suite comme ça, mais c'est pas mon domaine de prédilection. Donc je pense pas, mais
tu as des... Je ne sais pas si on présente les choses ainsi. Je sais bien que tu as des combustions spontanées. Par exemple, c'est le cas du diesel. Le diesel, si tu le compresses suffisamment fort, il s'enflamme tout seul. Donc, je ne sais pas si on le qualifie comme il est son propre comburant ou juste il y a combustion spontanée. Mais en tout cas, il y a des combustions spontanées, tu n'as pas toujours besoin de deux. Je dis des bêtises. Tu as toujours besoin de deux. Tu n'as pas toujours besoin d'une flamme pour activer le truc, pardon. Donc, ce que je viens de dire est une énorme bêtise. Donc, je vais le redire. Ici, souvent, il faut amorcer ça. On appelle ça la limite d'inflammabilité. Quand on vous dit attention, quelque chose d'inflammable, ça veut dire que à la moindre étincelle, ça va prendre feu. Pour l'essence, il faut venir allumer à chaque fois dans un moteur 4 temps. Pour le diesel, il ne faut pas allumer à chaque fois. Il explose, il est déjà au-dessus de sa limite quand il est compressé. Par contre, il y a de l'oxygène dedans. Donc, ce que j'ai dit, c'est une bêtise. Qu'est-ce qu'il y a? Aussi. Mais aussi que c'est une autre composition chimique. Oui. Non, non, il faut compresser beaucoup plus fort que ça. Ouais, tu es dans un moteur, hein, tu as la bielle qui vient. V'là. Enfin, tu vas peut-être beaucoup à la salle et tout, ça je sais pas, mais il faut vraiment, faut que tu rivalises avec un moteur, quoi. Mais tu peux essayer, hein, tu peux tourner une vidéo comme ça, j'explose d'une seringue. OK, alors, la chaleur qu'on reçoit, ça va dépendre de la complexité de la molécule qu'on va casser, comment on la casse, si la combustion est parfaite, et cetera. Mais dans un monde parfait, on appelle ça le pouvoir calorifique, PC. Très important, c'est quelque chose que vous allez voir si vous allez travailler dans tout ce qui est lié, justement aux chaudières, et cetera. Alors, il y a eu une révolution à un moment, je ne sais plus la date, j'ai pas bien fait mes devoirs hier, enfin, en même temps hier j'ai travaillé beaucoup trop tard. Hem, le pouvoir calorifique, c'est l'énergie. Si vous vous souvenez, on en a parlé séance 0 en disant le pouvoir calorifique du gaz est plus grand que le pouvoir calorifique du bois. Ce qui fait que pour chauffer une maison ou pour chauffer un refuge en altitude, c'est plus simple d'amener sa bonbonne de gaz que d'amener, ses stères de bois. On va faire la différence entre 2 cas, le pouvoir calorifique inférieur et le pouvoir calorifique supérieur. Oups, passé un slide de trop. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que dans la vie, tout n'est pas séparé? Je ne vais pas produire de l'eau, du CO2 et de la chaleur séparée. Ma chaleur, elle va évidemment chauffer l'eau et le CO2. Le CO2, vous le connaissez à l'état de gaz, ça va donc faire un gaz plus chaud. L'eau, aux températures normales, vous connaissez à l'état de liquide. En prenant la chaleur, elle va devenir de la vapeur d'eau. Vous avez jamais vu un feu qui brûle et de l'eau qui coule, en dessous, c'est de la vapeur d'eau qui monte. Si vous avez vu un feu qui brûle et de l'eau en dessous, appelez-moi. On a vu ici, premièrement, on ne sait pas faire grand-chose et deuxièmement, ici, ça chauffe le CO2, mais c'est de l'énergie sensible, on perd un peu d'énergie. Alors si on savait récupérer, ce serait bien. Là, c'est de l'énergie latente, on perd quand même pas mal d'énergie là-dedans. Et donc, il y a des petits malins, je vous dirai bien un nom, mais j'ai oublié de faire mes devoirs là-dessus, qui s'est dit: «On va récupérer l'énergie qu'on a donnée à l'eau». Pas l'énergie sensible, mais au moins la latente. Ça, c'est la différence entre le pouvoir calorifique inférieur et supérieur. Donc soit j'ai une combustion. J'arrive avec 1 kg de combustible, j'ai un comburant, boum. Ceci, ça donne une certaine chaleur. La chaleur qui sort, c'est ce qu'on appelle le PCI. C'est la chaleur que j'ai qui sort, pouvoir calorifique inférieur. Bam. Mais si vous dites: «Oh attends là, il y a de l'eau qui sort, je vais la récupérer. Je vais faire un long circuit dans lequel l'eau va être en contact avec mon fluide qui passe pour réchauffer et elle va se condenser. En se condensant, elle passe d'un état à haute énergie, on est en vapeur, ça bouge dans tous les sens, à un état basse énergie, on n'est plus lié. Et donc elle baisse en énergie. Est-ce que tout le monde est d'accord avec moi qu'une vapeur a plus d'énergie qu'un liquide et donc en passant de vapeur à liquide, on baisse en énergie? Si on baisse en énergie, l'énergie ne disparaît pas, elle est donnée à quelque chose. Ça, c'est le principe des chaudières à condensation. On dit on récupère l'énergie en condensant l'eau. Il y a un exemple très simple de ça. Quand il fait chaud, quand votre corps a besoin de se refroidir, vous transpirez.
Transpirer, ça fait quoi? Vous avez des gouttelettes d'eau ici. Elles sont liquides. Cette eau, elle va s'évaporer. Pour s'évaporer, elle a besoin de gagner en énergie. Elle prend l'énergie où? Dans la chaleur de votre peau. Ça vous refroidit. C'est pour ça que quand vous avez des gouttes d'eau sur vous, vous avez plus vite froid parce que chaque fois qu'elle s'évapore, elle dit ah, merci pour l'énergie, merci pour l'énergie. Et vous êtes là. Voilà. C'est un peu la même chose ici, sauf qu'ici, au lieu de prendre de l'énergie à la peau, là, on va faire l'inverse. On va venir condenser. Ça va venir récupérer cette énergie-là. Alors, on verra après comment ça s'exprime. Mais donc, ce qu'on appelle le pouvoir calorique supérieur, c'est le pouvoir calorique inférieur plus l'énergie qu'on a récupérée en condensant l'eau. C'est le PCI et le PCS. Il y a une petite vidéo de Monsieur Vanouk, assez sympathique, où il fait des mesures sur une chaudière. Alors, il l'a fait vite avec son GSM, etc. Mais il présente un peu, tiens, quand je fais une mesure sur une chaudière, qu'est-ce que je peux voir? Quel est le PCI? Quel est le PCS? Alors, souvent, le PCS est environ 10-20% plus grand que le PCS est environ 10-20% plus grand que le PCI. Donc voilà, là, vous avez quelques pouvoirs calorifiques pour 1 kg. Hein. Donc chaque fois, en fait, c'est des pouvoirs calorifiques massiques pour du bois et ainsi de suite. Vous vous souvenez quand on avait parlé de l'aster, etc. Le bois, le pouvoir calorifique, on est vers les 10 000 kJ par kilogramme. Alors vous voyez qu'on est quand même encore au-dessus. Énergie sensible, on était environ 10 kJ par kilogramme. Monter la température d'1 degré, c'est environ 10 kJ. Changer de phase, énergie latente, on est vers les 1000 kJ. Donc on est déjà 100 fois plus. Eh ben, brûler, on est dans les dizaines de milliers et même parfois cinquantaines de milliers de kilojoules. On a encore un facteur 10 à 50 au-dessus. C'est pour ça que pour alimenter nos voitures, on va plutôt brûler quelque chose que dire ah vas-y, on prend de la vapeur d'eau et on condense et on récupère l'énergie. Bon, en plus, il y aurait le problème il faudrait avoir la vapeur d'eau, mais en soi, on pourrait avoir une machine qui marcherait comme ça. Vous voyez les différents types. Le gaz, c'est 5 fois plus ou moins que le bois. Et donc, si en montagne, vous avez envie de chauffer, si vous prenez 1 kg de gaz, si vous voulez faire la même chose avec du bois, vous avez besoin de 5 kg. Sachant que c'est a priori vous qui le montez ou un âne, vous choisissez le gaz. Sauf si vous aimez le sport et que vous faites les allers-retours tous les jours. Alors pour information, à Bruxelles, on était avec du gaz pauvre et on va arriver vers du gaz riche. C'est quoi le gaz pauvre, le gaz riche? Dans le gaz, il y a principalement du méthane, mais il y a d'autres composants qui viennent, qui ont d'autres valeurs calorifiques. Et donc en fait, le pouvoir calorifique du gaz, il change entre guillemets chaque jour. Parce que c'est du gaz naturel, et donc on va aller le prélever dans des nappes. Et si vous prenez du gaz qui vient de, je l'ai en anglais, de Grande-Bretagne, j'allais en tête États-Unis, mais c'est pas du Royaume-Uni, merci. Du Royaume-Uni, c'est du gaz naturel riche. Pas parce qu'il est plus riche ou quoi, c'est juste que les nappes qu'ils ont là-bas, c'est du gaz qui, pourquoi il est riche? Il est plus riche en pouvoir calorifique. Si vous allez aux Pays-Bas, il est plutôt pauvre. Et là, c'est en train de s'amenuiser de plus en plus. Et d'ici 2030, normalement, on arrête de prendre en Belgique du gaz qui vient des Pays-Bas. Ça veut donc dire, vous savez, quand vous payez votre gaz chez vous, si vous payez le gaz au mètre cube ou au litre, entre guillemets, on va plutôt travailler en mètre cube, c'est mieux d'avoir lequel? Le gaz riche. C'est pour ça que votre gaz, vous ne le payez pas au mètre cube. Qu'est-ce qui se passe? Chez vous, vous avez un compteur. Alors, il y a plusieurs types de compteurs. J'ai quelque chose, alors c'est beaucoup trop petit ici, mais un compteur à gaz a toujours un débit minimum qui peut mesurer et un débit maximum qui peut mesurer. Le numéro après le 6, ça vous dit le maximum. Le G6, c'est maximum 10 mètres cubes par heure. Et donc, chez vous, en fonction de vos besoins, soit vous avez un G4, souvent, parfois un G5, etc. Imaginons que vous ayez du gaz pauvre. Sa masse volumique est là, pardon. Et voici son PCS. On va imaginer que chez vous, vous avez une chaudière à condensation. Sinon, ce serait un PCI si vous ne récupérez pas la condensation. Et imaginons qu'on emploie plein pot le maximum ici, qu'il a été designé juste pour votre installation, qu'on n'emploie pas ça pendant 3 heures. L'énergie que vous allez développer, ça va être quoi? Je vais mettre quelques étapes en plus. L'énergie que vous allez développer,
ça va être le pouvoir calorifique supérieur. Ça, rappelez-vous, c'est l'énergie qu'on a dans 1 kilogramme. D'accord? Bah, fois alors, du coup, la masse de gaz que vous allez employer. Ça va jusque-là? Mais la masse de gaz, c'est ρ, ça compte quand même vachement bien parce qu'on l'a là. Fois quoi? Fois le volume. Ça va pour tout le monde, ça? Ici, si j'emploie 10 mètres cubes par heure pendant 3 heures, j'ai employé quel volume de gaz? 30 mètres cubes. Alors, je vais l'écrire ici, en formule. Ici, c'est pas le volume que j'ai, c'est le volume par heure, c'est ce qu'on appelle le débit volumique. V point. D'accord? Mais le volume, c'est le débit volumique fois le nombre d'heures, c'est donc fois delta T. Et donc vous comprenez cette formule ici, V point, elle a l'air très compliquée, mais en fait c'est vraiment ça, hein, c'est la quantité de masse que j'avais fois le PCS. La masse, c'est ρ fois le volume, et le volume, si je vais vraiment en formule, c'est le débit volumique fois le temps. C'est combien j'en brûle chaque heure fois le nombre d'heures où j'ai brûlé, mais vous l'avez tous fait naturellement, hein. Mon débit volumique, c'est 10 mètres cubes par heure pendant 3 heures, ben, ça va me faire 30 mètres cubes, 10 fois 3. Je vais regarder parce que est-ce qu'il y a je vois pas de questions sur Teams a priori. Top. Si on fait tous ces calculs-là, bon 10 mètres cubes par heure, c'est quand même pas mal, hein. Chez vous, vous n'avez pas ça. Mais vous arrivez à 1 gigajoule. On est encore au-dessus en ordre de grandeur. Alors du coup, qu'est-ce qu'ils font pour estimer votre consommation de gaz? Ben, eux, en permanence, ils mesurent le PCS ou le PCI. Souvent le PCI, parce que le PCS, ça dépend de votre installation, à quel point vous commencez, et cetera. Donc, eux, ils mesurent le PCI. Et donc, vous avez votre compteur qui compte le nombre de mètres cubes. J'ai employé 1 mètre cube, 2 mètres cubes, et cetera. Et puis, quand vous recevez votre facture, sous le bornier, il est écrit à quelle canalisation, si vous voulez, vous êtes relié. Et il y a cette canalisation, on a donné autant de gaz avec tel PCI, et puis autant de gaz avec tel PCI, et ainsi de suite. Il faut une moyenne sur l'année, et puis boum. Et voilà. Et donc, vous payez la consommation, vous payez les kilowattheures, le nombre de joules. Rappelez-vous, joules et kilowattheures, c'est pareil à un facteur 3600 près. Enfin, joules et kilowattheures, c'est 3 600 000 du coup. Mais donc, sur votre facture, vous dites: «J'ai eu besoin de autant de kilowattheures» et vous payez le kilowattheure. Et donc, peu importe que vous soyez lié au gaz riche, au gaz pauvre, ça ne change rien du tout. Alors, ça change qu'il y aura il y aura besoin de prendre moins de mètres cubes de gaz, mais pour votre facture, rien du tout. Il faut juste une machine qui soit capable, ça je ne vais pas rentrer dans les détails, mais de travailler avec du gaz riche. Les vieilles machines vont peut-être s'encrasser plus vite et ce genre de choses. Et donc il faut parfois changer d'installation. Mais en termes de consommation, si vous recevez parce que c'est en train de passer maintenant sur Bruxelles petit à petit jusqu'en 2030, attention, dorénavant c'est du gaz riche, vous ne devez pas vous dire: «Ouais, je vais perdre des sous, gagner des sous», ça ne va rien changer. Ça va pour tout le monde, ça, c'est clair? Voilà. Quand vos parents vous demanderont pour le gaz riche, vous pourrez dire: «Ah, je sais». Alors imaginons, moi et monsieur Vanouk, on part faire du camping et on se dit: «Faut prendre quoi comme bonbonne de butane?» Alors du butane, c'est aussi un gaz, c'est une autre composition et cetera. Son PCI, c'est 45 576 kilojoules par kilogramme. Donc là, j'ai fait du camping. Pourquoi j'ai pris le PCI et pas le PCS? Voilà. Là, sans doute que je vais juste allumer une petite flamme au gaz. Je vais pas mettre tout un système de condensation et tout, c'est le PCI. Et j'aimerais bien savoir, tiens, avec cette bonbonne, je peux faire évaporer combien de kilogrammes d'eau? Bah, c'est parti. Comme on l'a dit, l'énergie que je récupère en faisant brûler ça, c'est la masse fois le pouvoir calorifique. Le pouvoir calorifique, c'est des kilojoules par kilogramme. Je trouve que se rappeler des unités, ça aide chaque fois un peu. Donc fois des kilogrammes. Ça va me donc donner l'énergie que j'ai si je brûle ma bonbonne. Et je vais employer cette énergie-là, pourquoi?
pour faire évaporer de l'eau. Donc, c'est le delta U. Et donc, ça va être quoi mon delta U? C'est la masse d'eau fois le delta U massique de l'eau. Et le delta U massique de l'eau, on l'avait fait ici, c'était UFG en fait, pour passer de liquide saturé à vapeur saturée. Donc là, on ouvre les tables, on retombe sur ce 2087 qui est là, hein, et on tombe qu'avec 1 kg de butane, je peux faire évaporer 21 kg d'eau. Alors attention, on parle ici évaporer, hein. Je ne peux pas faire chauffer de 20 degrés à 100 degrés 21 kg d'eau. Je peux vraiment prendre 21 kg d'eau et quand ma bouteille sera pleine, les 21 kg seront évaporés. Donc en gros, je suis large, hein. Quand vous cuisinez, je ne sais pas combien vous perdez, mais clairement moins de 200 grammes. Par contre, il ne faut pas oublier qu'il faut quand même amener l'énergie sensible et donc vous n'allez pas savoir faire tout ça puisque votre eau elle n'arrive pas directement en liquide saturé. Mais grosso modo, vous allez pouvoir cuisiner minimum 100 fois. Allez, non, pas minimum 100 fois, minimum 50 fois. Voilà. Voilà, bah, si monsieur et moi on part en camping une semaine, on est bon. Oui. Donc PC, c'est pour pouvoir calorifique. Calorifique, ça veut dire donc c'est l'énergie qu'on récupère quand on brûle, quand on casse les liaisons chimiques d'un matériau. Le I et le S, c'est inférieur et supérieur. Inférieur, c'est ce qui se passe si tu brûles, et voilà. Supérieur, c'est si tu brûles, mais et je perds une partie de mon énergie dans les vapeurs d'eau, et je les recondense. Alors, si vous regardez une fois les performances de votre chaudière peut avoir un rendement. Est-ce que vous avez une idée de ce que serait la définition d'un rendement d'une chaudière? C'est ça. Et donc, le rendement, dans ce cas-ci, ça va être la chaleur qui sort de la chaudière. Je vais appeler ça Q pour chaleur et hot. On verra plus en détail les rendements plus tard, mais comme ça, sur ce qui était théoriquement possible. Et théoriquement possible, en fait, c'est le PCI. D'accord? Théoriquement, il est possible de faire ça. Mais sauf que, imaginons que vous ayez une chaudière à condensation. Du coup, votre Q-out, c'est possible qu'il soit plus grand que votre PCI, en fait. Et c'est pour ça qu'il y a des chaudières à 104% de performance, ce genre de choses. C'est pas qu'on crée de l'énergie, c'est juste qu'on compare à ça si on condensait pas, sauf qu'on condense. Sauf que si on veut comparer les chaudières entre elles, si pour les condensations on compare au PCS et si pour les pas à condensation on compare au PCI, ben on a tout le temps plus ou moins le même rendement. Ce qui est pas mal, ça explique où sont les pertes en fait. Mais par contre, d'un point de vue énergétique, si on veut regarder, j'amène 1 kg de méthane, qu'est-ce qui est le mieux? Bah, clairement à condensation et donc c'est pour ça qu'ils ont fait ça. Mais en même temps, ils auraient pu du coup, vu qu'on a de plus en plus de chaudières à condensation, mettre le PCS partout. Mais alors là, là, il y a du lobby, hein. Les anciens vont dire: «Oh non, 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 là, mon rendement, il passe à 70 garde mon 90 j'étais bien content, et toi monte à 105 fais-toi plaisir», mais voilà. Et donc chez vous, c'est est-ce que c'est mieux condensation ou pas condensation? Bah, clairement condensation, hein. En termes d'économie d'énergie, c'est Monsieur, oui? au fait, je voulais demander quand est-ce on utilise le PCS massique et volumique dans la vie courante, au fait, quoi. Massique et volumique, Mm. très souvent, on travaille avec le massique, Très de souvent. mémoire. Maintenant, tu peux passer de l'un à l'autre avec RAW. Mais dans la vie courante, là, je travaille pas là-dedans tous les jours, donc je ne saurais pas te dire dans quel cas on travaille plus avec l'un ou l'autre. Plutôt avec le massique. Maintenant, si tu un endroit qui ne dépend pas trop de la dilatation, de changement de pression, etc., tu pourrais travailler avec le volumique. L'avantage du massique, c'est qu'il dépend vraiment de rien comme variable, en fait. Alors que le volumique, bah, on va en parler un peu. Non, on ne va pas en parler, mais dans le syllabus, par exemple, l'essence que vous prenez à la pompe à essence, bah, le volume change en fonction de la température. Et comme vous payez au volume, en fait, c'est recalibré par rapport à une température de 25 degrés tout le temps, ou 15 degrés. Je pense que c'est 15. Et donc, souvent, la masse, on est safe. Maintenant, je ne connais pas tous les domaines et donc là, je préfère pas m'avancer trop. Heu et peut-être que quand on fait une facture, comme les gens payent au mètre cube de gaz, bah, sans doute que pour la facture, c'est le PCI et PCS qui est donné par rapport au volume du gaz pour aider à la lecture. Mais c'est juste une transformation, de formule. Voilà, avec mes mails de reconnaissance. Si vous croisez monsieur Vanouk, il en sait peut-être plus. D'accord. Merci. En tout cas, en termes de technicien, tu vas quasi toujours travailler avec la masse le plus vite possible.
Maintenant, oui, si tu fais des factures ou quoi, alors très vite, tu vas avoir des PCI volumiques et ce genre de choses. OK. Énergie interne. Sensible, agitation moléculaire, c'est la température, environ 10 kJ. Alors, si vous trouvez du 50 kJ, c'est bon aussi, hein. Si vous trouvez du 7 kJ, c'est bon aussi, mais si vous trouvez 1000, c'est louche. Parce que 1000, c'est l'énergie latente, c'est ce qu'il y a dans les liaisons entre les molécules, c'est les changements d'état. Chimique, là, on vient vraiment péter mes molécules et en reformer des plus simples. Ça libère de l'énergie, mais par contre, on détruit. On ne sait pas revenir en arrière. C'est souvent irréversible, en fait. Alors, d'un certain point de vue, ça pourrait être réversible, mais il faut mettre des énergies en jeu colossales et faire des trucs très spécifiques. Donc, grosso modo, c'est un processus irréversible. Si vous brûlez du bois, c'est très compliqué de dire: «Oh, attends, je te remets de l'énergie, hop, tu redeviens du bois». C'est en théorie, si vous jouez vraiment avec les atomes un à un, vous y arrivez, mais c'est un peu comme créer. On sait créer de l'or à partir de plomb actuellement, mais ça, c'est pas de l'or rentable. On arrive au dernier point, au niveau des noyaux. Noyau, si on emploie, on va dire l'adjectif, c'est peut-être pas les bons mots pour les fans de français, mais ça donne nucléaire. Et donc là, c'est vraiment la cohésion qu'il y a entre mes neutrons et mes protons. Ici, encore une fois, on va rester plus dans le général et encore plus dans le général qu'avant. Autant PCI, PCS, vous devez savoir ce que ça représente parce que vous avez ça dans vos chaudières et certains d'entre vous vont travailler là. Dans l'HVAC, on va évidemment travailler avec des combustions. Ici, bah voilà, si vous allez travailler dans le nucléaire, vous travaillerez dans le nucléaire. On va juste faire un très bref rappel. Pour l'instant, ce qu'on fait, c'est de la fission nucléaire. Je vais aller très rapidement. Il y a ce qu'on appelle la vallée magique. C'est très beau pour juste dire il y a une série d'atomes qui ont leurs noyaux qui sont un peu instables. Quand on est instable et qu'on va vers de la stabilité, on gagne de l'énergie. Un exemple que je vais très mal réussir. Ici, je suis en équilibre si je lâche le bic, hein. Mais voilà, je, je l'anticipais. Allez, ceci va peut-être être un peu plus simple, mais je ne vais pas faire trop le malin. Là, on est en équilibre, mais on est instable. Et donc, pour le garder, je vais devoir bouger ma main comme ça et tout. J'ai besoin de beaucoup d'énergie pour garder cet équilibre. Là, je suis en équilibre stable. J'ai besoin d'aucune énergie pour y arriver. C'est une version un peu imagée, mais pour essayer de vous faire un peu comprendre. Quand je suis instable, pour rester instable, ça demande beaucoup d'énergie. Dès que je vais vers plus de stabilité, j'ai besoin de moins d'énergie. Et cette énergie, toujours par conservation, elle va être libérée. Ben ici, quand on est dans la fission, j'ai un atome qui est pas très à l'aise. Il a un neutron en plus ou quoi. Ça peut être que pour certains atomes, hein, il y en a certains qui sont tellement pas à l'aise que ça dure une microseconde et on ne le voit plus jamais. Et donc, spontanément, à un moment, il dit: «Allez, moi je libère un atome. Ah, là je suis plus stable, je forme un autre atome». Ça, c'est ce qu'on appelle la radioactivité. Ça libère de l'énergie, mais spontanément. Si on va dans un réacteur, on va dire: «Moi j'ai envie de pouvoir contrôler ça». Et donc ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir catapulter un neutron sur l'atome. Ça va le faire un peu bouger, pour le dire comme ça, et donc ça va forcer cette désintégration, qui vont produire des produits de fission. Et alors on peut même faire des trucs en chaîne où ceci est de nouveau instable et ainsi de suite. On libère beaucoup d'énergie. Et là, on est vraiment dans des cohésions très fortes. Ça libère des quantités phénoménales d'énergie. Ça, c'est ce qu'on fait sur Terre. Si on arrive avec des atomes qui sont aussi pas très stables. Normalement, vous avez de l'hydrogène, c'est un proton, un électron, c'est tout simple. Mais il y a des hydrogènes qui ont décidé de prendre un peu de masse, hein, ils ont été à la salle, et ils ont pris un neutron. Mais ils sont quand même un peu en mode: «Ouais, je suis trop lourd, il faudrait que je fasse régime, et cetera», mais il y a rien qui les pousse à faire régime. Par contre, si à un moment, vous lui dites: «Écoute, je vais te compresser, je vais te faire suer, j'arrive à des énormes pressions, des énormes températures», il fait: «OK, OK, d'accord, je vais faire quelque chose d'un peu plus stable». La vraie vie est un peu entre les 2, hein. Pour avoir du deutérium qui tienne, il faut déjà des grandes conditions de pression et de température. Pareil pour le tritium. Et au final, ça arrive à faire de l'hélium qui est lui bien stable et ça libère un neutron. Et donc pour réussir à avoir déjà ceci qui vit et les 2 qui fusionnent, il faut mettre des conditions de pression et de température dingues. C'est ce qui se passe sur le Soleil typiquement. Par contre, là, on arrive dans quelque chose de très instable à quelque chose d'hyper stable. Alors que là, on était de instable à un peu moins instable, et cetera.
Et donc, on libère des quantités, on ne fait pas mieux pour l'instant. On ne fait pas mieux que le Soleil. On a donc essayé de faire ça sur Terre. C'est un projet qui s'appelle ITER, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Il y a plein de vidéos dessus. Si ça vous intéresse, je vous encourage vraiment à regarder. La seule chose, c'est que pour arriver à créer ces pressions, je simplifie un petit peu, pour arriver à créer ces pressions, on dépense pour l'instant plus d'énergie que ce qu'on récupère. Et donc, pour l'instant, c'est un projet théorique. On verra si ça marche un jour. L'avantage aussi, c'est que vous voyez de l'hélium, c'est stable. Ça, pas trop de radioactivité, ça fait moins de déchets aussi. Donc, s'il te plaît? Ouais. Donc, voilà, puis tu peux faire des petites voies marrantes. Donc, ceci, en théorie, c'est le futur. En pratique, pour l'instant, on en est encore malheureusement assez loin. Et bon, là, je parle de quelqu'un qui a travaillé dans le nucléaire pendant des années. Donc, je suis complètement biaisé en disant ça. Donc, prenez pas ça comme cours. Mais ce que je trouve dommage, c'est qu'avec toutes les peurs qu'il y a sur la fission, il y a de moins en moins de financement qui va dans le nucléaire. De moins en moins de financement, ça fait longtemps qu'on a arrêté la plupart des recherches ici. Mais donc, il y a moins de recherches ici. Et ça, c'est beaucoup plus propre. C'est clairement la plus grande source d'énergie qu'on pourrait avoir. Et donc, d'un point de vue de chercheur là-dedans, je trouvais ça dommage qu'il y ait de moins en moins de recherches là qui soient faites et financées pour des raisons toutes politiques de peur, alors que c'est une source d'énergie qui me semble tout à fait viable. Mais ça, c'est mon point de vue. Alors, juste pour vous faire prendre conscience un peu de ce qu'il y a dans le nucléaire. Imaginons que vous prenez une voiture et vous vous dites en moyenne, je fais 100 km par jour, 5 litres d'essence par jour. D'accord? Dans mon réservoir, je mets 50 litres. Je vais donc pouvoir tenir 10 jours. Ça va pour tout le monde, ça? 100 km par jour, environ 5 litres consommés par jour. Si j'ai un réservoir de 50 litres, 10 jours où je peux rouler avec ma voiture. Imaginons que je me dise, bah tiens, je vais faire la même chose avec du nucléaire. Alors, si vous voulez les détails, ils sont mis dans le syllabus. Si vous faites la même chose avec du nucléaire et vous vous dites, plutôt que prendre 50 litres, c'est un peu gros, je vais mettre 100 grammes d'uranium. Imaginons que vous ayez faire une réaction nucléaire dans votre voiture. Ça, vous oubliez tout de suite, mais imaginons. Bah alors, avec vos 100 km par jour, vous pourrez fonctionner pendant 100 ans. Juste pour vous faire prendre conscience de la différence avec 100 grammes. Et donc là, encore une fois, je suis très biaisé, mais on dit, ouais, les déchets nucléaires et tout. Pour l'instant, on a environ 10% de la production mondiale en nucléaire. Et les déchets qui sont un problème, hein, on ne sait pas quoi en faire et tout, prennent la taille de quelques stades de football. Ouais, attends, je termine ça, puis on peut en parler après. Par contre, regardez la différence d'échelle ici. On a un beau facteur 4000. Et il faudrait donc 4000 fois plus de gaz, sachant que là, on était à 50 litres et 100 grammes. Donc, on est même encore au-dessus, hein, parce que 50 litres, on va faire une mauvaise règle de 3 parce que l'essence est moins dense que l'eau, mais on va dire 40 kilos. Donc, 40 fois 4000, 160 000. Donc, il faut 160 000 fois plus d'essence que d'uranium. Et même, attendez, là, j'ai pris 1 kilo. Donc, c'est même 1 600 000 fois plus. Et tout ça, on va le brûler, par exemple, dans une centrale au gaz qui fait de l'électricité et tout, c'est super cool. Et ce qu'on brûle, ça fait des gaz à effet de serre. Et les gaz à effet de serre, pour qu'ils disparaissent naturellement, maintenant, il y a des idées pour les enlever, etc. Mais naturellement, c'est 10 000 ans. Et donc, je ne dirais pas que ça part beaucoup plus vite que les déchets nucléaires. Maintenant, je ne veux pas dire, allez, le nucléaire, c'est cool aussi, parce que de fait, si la centrale explose nucléaire, c'est un peu plus de dégâts qu'une centrale au gaz, et il y a plein d'autres composantes. Donc, il faut être prudent dans tout. Mais voilà, quand on dit, ah, il y a les déchets du nucléaire, du coup, pas de souci. Oh oui, mais les autres déchets, ils sont un problème aussi. Et voilà, le débat est compliqué. Mais vous vous rendez compte ici qu'il y a une énergie qui est incroyable à employer. Maintenant, elle est dangereuse. Sur ce, je termine ici le cours pour les gens qui sont sur Teams. Je vais arrêter l'enregistrement et après, je réponds aux questions. Mais comme il est 10h34 et que j'ai déjà beaucoup dépassé, désolé. Pour ceux qui sont là, je vous invite à ne pas vous déconnecter parce que M. Van Labeek va employer la même réunion. J'espère que le cours vous a plu, que vous avez